Bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour les podcasts, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour un nouvel hebdo jeu de société, le 54e, le deuxième de 2025, et un qui se déroule vraiment, qui respecte le titre de l'hebdo, puisque c'est une semaine après le dernier. Donc ça devrait être un hebdo assez léger, assez petit, il n'y a pas beaucoup de news, donc j'ai pris des trucs que peut-être qu'en général j'aurais pas incorporé dans un hebdo, histoire de garnir un petit peu, qui était quand même intéressant, mais voilà. Et donc au programme, d'abord, quelques actus. Salut Cordalinge. Ensuite, on fera un retour sur les parties de la semaine qui devrait être un peu plus court que celui de la semaine dernière, puisqu'il n'y a qu'une semaine qui est passée. Et ensuite, un peu de hors-jeu, pas de jeux vidéo tout de suite. Salut Julien. Eh ben écoute, bonne cuisine, que prépares-tu? Moi je viens de manger une omelette aux carottes, et avec du gruyère, et du blanc de poulet, et quelques champignons. Voilà. Peut-être que tu cuisines de la pizza, peut-être que c'est pour ça la part de pizza, je ne sais pas. En tout cas, ouais, donc je disais après le hors-jeu, pas de jeux vidéo, il faudrait que je reprenne Nine Souls. Je continuerai peut-être un peu en stream. Vous savez que je stream plus trop du jeu vidéo, mais il faudrait que je reprenne un peu en stream le Nine Souls. J'ai bien progressé depuis le seul stream que j'ai fait du jeu. Mais là, ça fait plus d'une semaine, je pense que j'y ai pas joué. C'est quand même un jeu où, vous voyez, un côté Metroidvania et tout. J'ai un peu peur de m'y remettre, mais bon, soit. Faudra quand même que j'essaye. Et donc on fera du hors-jeu, et puis ensuite une petite partie solo de Stone Spine Architect, en tout cas pour les podcasts et pour pour YouTube, pas pour les podcasts justement, pour Twitch et YouTube. Les podcasts, je couperai la partie parce que c'est pas très intéressant à écouter. Des gnocchis aux épinards, eh ben écoute. Bon choix. Épinards chèvre, c'est bon aussi des fois. Bref, passons aux actus. Donc, comme d'habitude, je rappelle que si vous le voulez, tout ça est sur Playtime, sur le flux de Playtime pour le podcast, si vous préférez écouter en podcast. Donc sur ce flux, je mets les hebdos, je mets les découvertes du mois, je mets quelques-uns des formats. Le mois dernier, la semaine dernière, il y a eu un épisode de 4 heures, puisque l'hebdo faisait à peu près 4 heures. Puisqu'on parle justement, et merci donc à ceux qui écoutent en podcast, j'espère que ça vous convient toujours, même si le son évidemment est pas aussi bon que ce qu'on fait en général en podcast, mais voilà. En parlant des découvertes, les découvertes de septembre, hein, vous savez que j'ai beaucoup de retard. Après, moi je suis pas du tout sujet à devoir parler des actualités au moment où ils sortent, etc. Parce que j'ai pas besoin de attirer l'audience qui recherche parfois justement des avis sur ces nouveautés et compagnie. Donc comme j'ai pas ce besoin, ou en tout cas cette envie, cette ligne édito de vraiment sortir dès que le jeu sort, ou juste avant la vidéo de review sur le jeu qui va sortir cette semaine, c'est pas très important que j'ai du retard de plusieurs mois dans la diffusion des vidéos. C'est plus que là, à chaque fois, il faudrait que j'arrive à combler. Alors là, on va être sur des mois, il y aura novembre où il y aura peut-être beaucoup de jeux, mais je crois que décembre, il n'y en aura pas beaucoup du tout, parce que comme j'étais malade et tout, j'ai pas fait beaucoup de découvertes. Et octobre, je crois qu'il n'y en a pas trop non plus, donc forcément, ça fait des vidéos qui vont un peu plus vite à enregistrer et à écrire que quand il y a 30 jeux. Mais là, ce sera pour septembre, ce sera moyen. Enfin, il y aura pas mal de jeux, hein, comme vous le voyez. Donc j'ai mis dans l'onglet communauté sur YouTube cette petite image qui servira de miniature, et où voilà, il y a les différents jeux que j'aborderai. À chaque fois, je mets ça un peu, pas à chaque fois, c'est pas vrai, mais régulièrement dans l'onglet communauté. Je trouve ça rigolo que vous essayiez de deviner. Alors après, honnêtement, si vous êtes sur l'hebdo, en général, j'ai parlé de tous ces jeux à un moment ou à un autre, donc vous pouvez deviner dans quelle catégorie ce sera. Mais voilà, donc là, j'ai fini l'écriture, et il faut que je finisse de couper les audios, puisque vous savez que j'enregistre les audios et que je fais le montage vidéo après, et puis que je fasse le montage vidéo qui, mine de rien, est pas celui qui prend le plus de temps, même si ça dépend en fait si les éditeurs mettent à disposition des vidéos, ce qui permet en fait de bien meubler les images, hein, parce que ils font ça bien mieux que moi, évidemment, c'est leur boulot normalement, mais donc ça devrait venir courant de semaine prochaine, j'imagine. On est mercredi, tac tac tac, peut-être début de semaine prochaine, peut-être d'ici le prochain hebdo, ça devrait être diffusé, on verra. Voilà pour ce qui est des découvertes de septembre qui arriveront. Enfin, si vous avez trop d'argent et que vous voulez le partager avec des gens et que vous voulez un peu soutenir le travail voilà, indépendant pour le coup que je produis, à partir de 1 €, il y a le petit Buy Me a Coffee comme d'habitude, qui ne donne aucune contrepartie, mais qui existe si vous pensez que ce que je fais mérite votre argent, et que votre argent, vous n'avez pas des priorités plus grandes où le mettre.
ce qui est rare. Il y a beaucoup de priorités plus importantes, surtout aujourd'hui, que de soutenir les créateurs, créatrices de contenu, mais pour les gens qui peuvent, c'est toujours cool, que ce soit moi ou que ce soit d'autres personnes que vous soutenez. Passons aux actus. Alors les actus, comme je l'ai dit, il n'y aura pas grand chose, mais il y a quand même un truc assez intéressant. C'est chez Board Game Geek, donc qui est un peu le plus gros site international sur le jeu de société, qui est consulté quand même par des gens qui s'y connaissent déjà en jeu de société, hein, c'est pas le tout venant dans votre boutique qui va connaître Board Game Geek, mais disons que quand on s'y intéresse un peu, c'est bien d'aller voir pour voir un peu les top 100, etc. Encore une fois, tout ça, il y a plein de filtres, hein, j'en ai déjà parlé, mais les top 100 de BGG sont pas... il y a énormément de filtres à appliquer dessus, vu le public qui vote, etc. Le public qui va dessus, puis le public qui note, et compagnie. Mais en tout cas, une chose intéressante, c'est le côté patrimonial et culturel que là, ils mettent en place avec les Board Game Geek Hall of Fame, alors qu'ils ne sont pas finalisés encore. Les 2 premiers jours, devrait y avoir le jour 3 aujourd'hui. Mais voilà, il y aura comme ça on retrouve ça, il y aura des jeux qui vont être ajoutés, c'est des jeux qui sont jugés comme importants. Alors évidemment, chez Proxy Jeux, vous savez qu'on a sorti un grand jeu qui est animé par Cyrus et le Pionfesseur. Il y a ce côté en fait patrimonial et importance dans l'histoire du jeu de société, que ce soit... Alors, l'importance, ils en parlent beaucoup, hein, Cyrus et Pionfesseur dans Sortons Grand Jeu, ça peut se traduire par plein de trucs, par le fait d'avoir inspiré énormément de jeux, par le fait d'avoir été récompensé, par avoir été un élément marquant dans l'industrie, même si du coup ça marque peut-être plus l'industrie que l'objet culturel, l'œuvre jeu de société, je ne sais pas, mais un jeu comme Splendor par exemple peut être important pour l'industrie. Un jeu comme Wingspan aussi, quand bien même peut-être que voilà, il serait pas forcément traité dans Sortons Grand Jeu, qui s'adapte plus à des inspirations purement ludiques et des impacts ludiques. Et donc je trouve ça très bien, enfin, d'avoir comme ça une espèce... Alors forcément, hein, il y a une ligne édito, et forcément, c'est pas, ça va être un choix, je pense, du éditorial, c'est-à-dire que c'est pas du public, là où le public, ça se retrouverait presque plutôt dans le top 100 BGG, voilà, ce genre de truc, où on se dit, ah bah celui-là, machin, là c'est vraiment des votes du public. Là, il y a vraiment un choix plus éditorialisé, de dire, ces jeux-là, on leur place... Là aussi, hein, c'est intéressant parce que ça rejoint des initiatives dans d'autres loisirs / médias / univers culturels, que ce soit le Hall of Fame, enfin voilà, on connaît les différentes pour la musique et compagnie, ou pour plein de médias qui ont ce genre de choses. Et le jeu de société, là aussi, du coup, sur Board Game Geek, à partir de maintenant, où il y a vraiment il y a un côté objet culturel qui est intéressant. Alors je sais pas exactement comment ça va. Donc c'est un jury qui est composé de personnes expérimentées, qui ont été impliquées dans la communauté du jeu de société depuis des années. Bon, c'est vraiment plus des... Je pense que leur place dans l'industrie n'est pas si importante. Je sais que moi, pour le coup, vous savez que j'aime pas les conflits d'intérêts, les collusions, que pour moi, ça devrait potentiellement être plutôt des gens qui sont pas trop impliqués dans l'industrie, mais plutôt qui ont prouvé leur légitimité plus dans la création de contenu, etc., qui fait partie de l'industrie quelque part, si c'est rémunéré et compagnie. Mais en tout cas, qui sont pas directement impliqués dans l'édition, parce que ça peut créer des biais. Enfin, après, il y a plein d'autres biais, hein. C'est Dan Turod qui avait écrit plein de trucs, sur les biais, et les différents types de biais qu'on peut avoir. Mais donc, ouais, voilà, par exemple, en France, il pourrait y avoir un Fait d'outils, il pourrait y avoir un Rexou, un Pionfesseur, etc., qui ont une espèce comme ça de culture ludique qui leur permet un peu de se dire celui-là a été très important, là où des gens qui vont découvrir le jeu de société ou quoi, je fais pas de... Personnellement, en tant que joueur, je ne fais pas de hiérarchie ou quoi. Mais par contre, pour déterminer des jeux importants pour le média, il faut avoir une certaine connaissance de ce média, un côté un peu encyclopédique, qui n'est évidemment pas accessible à tout le monde, parce que quelqu'un qui découvre Château Combo aujourd'hui, je sais que je cite souvent Château Combo, hein, mais ça dépend des périodes. Là, c'est un exemple qui regroupe pas mal de choses, et là, c'est pas pour en dire spécialement du mal, pour une fois. Quelqu'un qui découvre Château Combo aujourd'hui, il y a quelque chose d'extrêmement nouveau pour cette personne et compagnie. Donc c'est une espèce de marqueur important dans son histoire de joueur ou de joueuse. Cependant, ça en fait pas un jeu qu'on va mettre dans un Hall of Fame. Donc il y a l'idée de se focus, ça c'est aussi intéressant. Ça aussi, ça rejoint certains grands jeux, de se concentrer sur des jeux de société modernes, et que justement les jeux type belote, les jeux de 52 cartes, la Scopa,
les échecs, les jeux abstraits, tout ça c'est mis de côté, c'est pas nier l'importance de ces jeux à la fois dans la culture du jeu de société, dans la culture du jeu de manière générale, dans la culture même de l'histoire tout simplement. C'est juste que là, sur BGG, ils se concentrent vraiment sur les jeux plutôt modernes, et voilà. Donc, ça va également avec les 25 ans de Board Game Geek, et donc il y aura 25 premiers jeux qui vont être mis par ordre de sortie, et petit à petit, le reste. Donc je vous invite à suivre ça, hein. Je ne referai pas un point à chaque fois, peut-être que je ferai un point la semaine prochaine quand ils seront tous là, mais je vous invite à le suivre. Donc évidemment, Diplomatie, donc 59, donc c'est un peu estimé que le premier jeu moderne important serait Diplomatie, quelque part. Évidemment, il y a des jeux peut-être dont on peut reconnaître la modernité qui préexistent à Diplomatie, mais qui soient aussi importants, voilà. Il existe déjà pas mal de festivals et concours, hein, pour intéresser au plus large. C'est important d'en donner pour tout le monde. Tu veux dire de ouvrir justement cette culture et ce patrimoine un peu à plus de monde? Moi, c'est quelque chose que je sais pas si c'est ça que tu veux dire, Julien, en tout cas. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, en tout cas, c'est l'idée dans les festivals, tu le disais. Ah non, tu veux dire qu'il y a déjà plein de choses pour les néophytes et que c'est bien aussi d'en donner à des gens qui veulent aller un peu plus loin, peut-être. Moi, je trouve ça bien quand des festivals. Ouais, mais c'est pas considéré comme un jeu moderne, Punchboard, j'imagine. Voilà, ils parlent de jeux modernes et pour eux, le Monopoly a pas fait preuve de modernité, je présume en tout cas. Je trouve ça cool et c'est pas si fréquent, je pense, que dans des festivals, il y ait des espèces soit de rétrospectives, soit vraiment de dynamique patrimoniale où on peut sortir justement des vieux jeux comme ça. Alors que ça fait aussi partie du jeu comme objet culturel, chose que défend toute l'industrie qui est surtout là effectivement pour vendre et survivre en tant qu'entreprise. Salut Mops. Voilà, l'industrie, en tout cas les membres de l'industrie, qui sont pour la plupart des passionnés, hein, et je le rappelle, hein, je râle souvent sur l'industrie et tout, mais individuellement, les individus, la plupart, sont des joueurs, des joueuses, des passionnés et tout, et sont là, blabla, le jeu comme objet culturel, etc., mais n'ont pas les ressources, ou en tout cas ne mettent pas en place les ressources. Je dis pas qu'ils les ont, et forcément, il faut prioriser l'allocation des ressources. Sur ça, alors il y a plein d'éléments, hein. Il y a la WESH qui a été créée, il y a la SAGE et compagnie, hein. Il y a plein de petits éléments, mais ouais, sur les festivals, sur les événements, tu vois, et là où je te rejoins pas forcément, enfin, c'est bien que BGG fasse ça, je suis d'accord, Julien, mais ça va toucher des gens qui potentiellement s'intéressent déjà à cette histoire. Pas forcément, il y a plein de gens qui utilisent BGG et qui s'intéressent plus aux nouveautés, etc. Mais dans l'absolu, si t'es sur BGG, potentiellement t'as cette curiosité qui va te pousser vers le côté patrimonial. Là où sur des événements, justement, ouverts au public, c'est des gens qui vont pas forcément avoir cette démarche-là. Alors parfois ils l'auront, hein, et c'est cool. Mais sur des festivals, en fait, ça serait favoriser un peu l'émergence de cette curiosité et se rendre compte que des jeux des années 60, 70, 80, parfois sont tout aussi modernes, parfois plus que des jeux actuels, quoi. Oui, je suis d'accord, Punchboard, hein, évidemment. Évidemment, je te rejoins tout à fait, mais disons que on entend souvent quand même des gens qui sont là pour la promotion de l'objet culturel. Alors, la promotion de l'objet culturel et de l'objet de marché pour vendre, etc., parfois ça se relie, et le fait que ça devienne un objet culturel serait potentiellement un facteur de bénéfice et de subvention et compagnie pour les professionnels. Donc, il y a tout ça à démêler, hein. Évidemment, le côté culture, produit et compagnie. Comme le jeu de société est un objet culturel et un produit, comme à peu près toutes les œuvres, forcément, voilà. Il y a des moments où les discours se mélangent et où il faut démêler un peu qu'est-ce qui est du domaine du culturel et de la conviction et qu'est-ce qui est du domaine du profit. Et évidemment, hein, c'est de moins en moins le cas. Évidemment, il y a de plus en plus de gens qui sont pas forcément passionnés de jeux, qui ne jouent pas et qui pourtant sont de très bons commerçants ou de très bons éditeurs pour vendre plein de choses. Donc Diplomatie, effectivement, le premier, 59. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, Diplomatie, hein. Il n'y a pas de souci. J'ai fait une partie dans ma vie. En fait, pour tout vous dire, c'est rigolo parce que c'est le jeu, je pense, qui m'a fait plonger dans le jeu de société en tant que joueur conscient. C'est comme ça que je dis un peu
un joueur pour soi, ou en soi, je sais plus, je confonds toujours le pour soi et en soi, de Marx. Là, c'est le côté joueur conscient, où j'ai conscience d'être un joueur du jeu, où ça devient une passion et un hobby, et pas juste une activité parmi d'autres. C'est en 2008, quand je jouais à Diplomatie au Trône de Fer, à Catan et à Formula D. Et incroyable. Alors après, faudrait que j'y rejoue, j'y ai pas rejoué depuis. Et ce mélange entre ma vie perso et ce que ça implique pour moi et la qualité du jeu ont tendance forcément à se mélanger. Mais j'avais trouvé ça merveilleux, j'en ai de très bons souvenirs. On saute de 5 ans avec Acquire, évidemment. Sid Sackson, auteur incroyable, et forcément un auteur moderne, et qui a été traité dans Sortons de Grand Jeu pour Can't Stop plutôt que pour Acquire, alors que ça mériterait aussi un Acquire, un Sortons de Grand Jeu, parce que c'est un jeu très important qui a inspiré Big Boss de Kramer, par exemple, plus tard, dans les années 90, qui a inspiré sûrement plein de jeux de type 18XX et compagnie. Et moi, j'ai un peu joué, j'ai jamais joué en vrai, j'aimerais beaucoup, mais c'est un jeu que je trouve très moderne, lui aussi. J'ai l'impression que souvent, c'est les auteurs qui parlent de jeux patrimoniaux, d'où l'importance d'inviter toujours plus d'auteurs dans les festivals. Ouais, pas forcément. Je trouve que ça pourrait être des démarches de la part de gens qui créent les festivals, tu vois, et qui... T'as pas besoin d'être auteur pour t'intéresser au patrimoine, alors ils les citent parce que... Enfin, sauf si tu veux effectivement mélanger l'industrie et le monde professionnel au public, et comment est-ce que ça passe par l'inclusion des mondes professionnels dans la découverte du patrimoine. Mais en tout cas, pour moi, la découverte d'un patrimoine ludique peut se faire totalement sans l'industrie à proprement parler. Sauf si on considère Enfin, pour les festivals et compagnie, oui. Et dans des ludothèques, des trucs comme ça, on n'a pas besoin des auteurs, on n'a pas besoin des éditeurs. Il y a juste besoin des jeux et de personnes qui peuvent les présenter, les mettre en valeur, les scénographier et compagnie, quoi. Je sais pas s'il y a trop des musées du jeu de société comme ça. En Allemagne, je crois que Hammer avait fait un épisode dessus. Mais par exemple, des musées du jeu vidéo, la muséification du jeu vidéo, s'est développée dans les années 2000, en France, je veux dire. Et notamment avec des musées qui proposaient la pratique du jeu, et pas juste la contemplation d'œuvres. Pas juste les boîtes sous blister, mais des consoles, des bornes jouables qui posent plein de questions sur l'utilisation et compagnie. Le musée de la carte à jouer, ok, ouais. C'est pas du... C'est pour le coup pas forcément du jeu de société moderne. Et ouais, où il y a une place laissée à la pratique, parce que, comme le jeu vidéo, l'œuvre prend sens quand on la pratique, et pas quand on regarde le plateau. Il pourrait y avoir, hein, il y avait eu le Nico Conludic qui avait fait une expo comme ça d'œuvres de illustrateurs ou illustratrices, mais c'est encore un autre chose. Bref. Bien sûr, ça passe par des financements. Donc Acquire, je vous conseille évidemment de le découvrir. On saute cette fois d'une quinzaine d'années pour là un jeu qui a été traité lui aussi dans Sortons de Grand Jeu. Forcément, va y en avoir. Et c'est Rencontre Cosmique, là aussi grand jeu. Un des jeux préf du Pionf. Et là, on va commencer peut-être à se rapprocher un peu au niveau des dates. Quand bien même, plus il y a de sorties et moins il y a de jeux marquants, puisque... Alors il y a des périodes comme ça où il y a énormément de jeux marquants qui sortent sur une durée restreinte, ou en tout cas énormément d'œuvres marquantes. Ça peut arriver, reste que plus tu... Aujourd'hui, de 2020 à 2024, des jeux vraiment marquants, je sais pas s'il y en aurait dans 20 ans, quoi. Donc il y a Civilisation, de Francis Tresham, que j'ai jamais joué, 1830, en 86, donc on saute de 6 ans, qui initie les... Alors il y avait déjà eu un jeu, un 18XX en 74, mais voilà, c'est tout un genre qui est né ici dans ces jeux-là, et celui-là est sûrement un peu l'œuvre qui pose les bases, même si ça s'appuie aussi sur des choses. Voilà. Et finalement, qui est aussi... Alors, il y a le côté poser des trains, mais le côté usine est aussi une descendance de Acquire. Donc là, voilà, bon, ils les font petit à petit, hein, les 25, là, il y en a que 5 pour l'instant. Mais je trouve en tout cas l'initiative chouette. Et il y a également donc le deuxième qui est arrivé, qui est ici. Donc là, c'est le jour 2, donc le jour 3 devrait arriver aujourd'hui, comme dit, hein, vers 15h sûrement, comme hier. Du coup, Magic, évidemment, de Richard Garfield, voilà, avec inspiration de Cosmic Encounter et Donjons et Dragons. Comment parler de jeux de société moderne sans parler de Magic, c'est compliqué. D'ailleurs, ils n'ont pas cité Donjons et Dragons du tout, parce qu'ils séparent le jeu de société moderne du jeu de rôle. Alors que moi, je fais plutôt partie des gens qui rassemblent jeux de société et jeux de rôle.
sous l'appellation jeu de société, mais puis on fait ça par exemple enfin souvent quand il parle de jeu de société, il exclut le jeu de rôle de son analyse. Évidemment, hein, Catan, bon, rien de Klaus Teuber, je vais pas vous faire... El Grande, ok. Vraiment le côté jeu de majorité, j'imagine, et contrôle de zone, ouais. Ça reste effectivement le jeu base de tout ça, même si des jeux du genre, il y en avait déjà également. Tigre et Euphrate de Knizia, évidemment, on trouve des Knizia. Ra de Knizia, donc ils sont pas comme Sortons de grands jeux où il y a vraiment le côté... non, on fait que un jeu par auteur pour l'instant, c'est aussi parce qu'ils peuvent se le permettre. Voilà, mais là, deux Knizia qui s'enchaînent. Alors, Ra, ça peut se contester, hein, parce qu'il y a le côté... moi, c'est un jeu que je vous en ai parlé plusieurs fois. Hein, pour moi, une de mes découvertes incroyables de l'année dernière, de 2024. Et pour moi, je pense que je lui ai mis un 10 sur 10. Enfin, c'est... Non, mais... Enfin, j'y ai rejoué, tiens, ce week-end, je vous en parlais tout à l'heure. Pour moi, c'est un incroyable jeu et d'une modernité complètement folle. Mais il y a de l'enchère, il y a de la prise de risque, il y a de la collection qui est souvent bien plus intelligente que les collections actuelles. Il y a un rythme de jeu, il y a de la scénographie, il y a plein de choses qui font de Ra un jeu merveilleux. Par contre, il y a plein de gens qui vous diront que peut-être... alors là-dedans, ils disent un peu hein, pourquoi est-ce qu'ils sont à chaque fois choisis ce jeu, qui vous diront que, quitte à mettre un jeu d'enchères, celui-là, finalement, il y a l'enchère qui est très très bien dans Ra, mais peut-être plutôt art moderne ou d'autres jeux de Knizia, voilà. Ça peut se défendre aussi. Il y a d'autres jeux d'enchères qui peut-être sont un peu plus paradigmatiques que Ra, et que Ra est peut-être pas le meilleur jeu pour parler de jeux d'enchères, même si moi je trouve que justement il évite les écueils de pas mal de jeux d'enchères, ce qui fait que des gens qui n'aiment pas du tout les jeux d'enchères, et on a pas mal, peuvent s'y retrouver dans Ra. Voilà, donc là on a les 10 premiers, il y en aura 15 autres, je vous invite effectivement. Salut, bon appétit Julien, merci d'être passé. Donc n'hésitez pas à suivre ça toute la semaine, peut-être que la semaine prochaine je ferai les 15 qui seront sortis d'ici là. Donc voilà, et c'est par contre trié par éditeur du coup. Enfin on peut évidemment trier différemment, je vous mets tout ça à chaque fois pour YouTube en description. Mais je trouve ça très intéressant, en tout cas comme initiative également. Je disais qu'il y aurait sûrement, comme c'est un petit live, des news dont j'aurais peut-être pas parlé à un autre moment. Il y a, voilà, sur les forums de BGG, la 2024 Picture of the Year, donc l'image de l'année. Souvent c'est des photos, mais je dis l'image quand même. Et voilà, c'est juste si vous voulez voir des jeux de société qui sont mis en scène par la photo et compagnie, et que voilà. Là, c'est ce que je disais, on passe pas par la qualité de l'œuvre, enfin l'œuvre et la photo. L'œuvre n'est pas le jeu, donc ça peut être des bons ou des mauvais jeux, on s'en fout, c'est plus la qualité de l'image. Et ça donne un peu de geek gold, c'est surtout, voilà, si jamais vous voulez voir un peu de la mise en scène. Voilà, bon après, hein, moi, il y en a qui me paraissent assez anecdotiques, voilà, ça, typiquement, c'est des trucs bien rangés, blabla, on en a plein sur Instagram. Il y en a qui sont un peu plus, je trouve, réussis. Là, par exemple, bon, voilà, ça, il y en a la plupart, voilà, avec le flou derrière, etc. À vous de faire le tri. Celle-ci a déjà un peu plus de personnalité, je trouve. De toute façon, on le voit au pouce levé. Hein. Ça, je trouve ça très, très, très cool. Au début, on se dit, ouais, mais en fait, c'est avec les ombres, etc., que ça donne un peu de vie à tout ça. Ça, c'est vraiment... on trouve ça sur Insta 26 milliards de fois par jour, quoi. Ça a déjà un peu plus de gueule, à mon avis. Bref, ouais, là, le nombre de pouces levés est assez haut. Ça, ouais, bon. Donc bon, je vous mets tout ça dans la description, je vous le mets aussi sur le chat si vous voulez. C'est plus si vous êtes curieux de voir des photos. Après, encore une fois, comme chacun peut y aller un peu de son truc, il n'y a pas du tout d'éditorialisation au niveau des posts. Voilà, là par exemple... Voilà. Après, peut-être que je passe à côté de l'analyse d'image, hein, mais bon, il y en a beaucoup qui me paraissent quand même assez anodines. Pareil, là, c'est parce qu'il y a un peu des éclairages, etc., mais ça s'arrête là. C'est voilà, on fait un peu d'éclairage à la figurine et puis basta. Mais en tout cas, ça peut quand même permettre de trouver ici et là, voilà, ça, pareil, Instagram à 100%. Enfin, pour moi, ouais. Il y a d'autres choses effectivement à faire dans ce genre de truc pour éviter
plutôt éviter les trucs qu'on trouve sur Instagram 15 fois par jour, quoi. Celle-ci a un peu de scénographie, ouais, c'est pas si mal, mais ça reste de la photo de figurine un peu toute simple. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. De toute façon, hein, voilà, je vous laisse aller voir, hein, je vais pas tout vous montrer. Mais je vous laisse aller regarder pour voir, parce que je pourrais très simplement... est-ce qu'on peut trier? Ah, je ne sais pas. Non, j'ai pas l'impression qu'on puisse trier directement par... Donc non, bon, pour l'instant, il n'y a que 2 pages, donc ça sera vite vu. Donc voilà, je vous laisse aller voir ça, ça paraît plus classique pour Hit. Autre news, donc ça c'était l'image de l'année sur laquelle vous pouvez aller voter, c'est en fait, moi je me suis rendu compte justement en préparant ma vidéo des découvertes de septembre où il y aura Duck & Cover, et comme je veux un peu habiller avec une partie, je me suis dit vas-y on va faire une partie sur Board Game Arena et je vais l'enregistrer comme je fais parfois pour un peu illustrer la partie en cours, parce qu'il y a un petit trailer hein, pour le coup dans Duck & Cover, mais il dure 1 minute et je parle un peu plus longtemps que ça du jeu. Pareil, Captain Game n'a pas énormément de photos sur son site. Et donc je veux lancer, et je vois attente 10 minutes. Je me dis c'est bizarre pour Duck & Cover. Et en fait, je me rends compte après coup que en fait, Duck & Cover est plus jouable sur BGA depuis décembre. Donc c'est une news un peu frelatée. Mais voilà, on le voit en haut, il est impossible de jouer à ce jeu pour des raisons techniques. Et alors j'ai regardé, c'est vraiment spécifique à celui-là, parce qu'il y a aussi Path of Civilization qui est sur BGA, donc du même éditeur, hein, de Captain Games, qui lui est toujours jouable. Et donc, bon, je me dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi? Surtout que c'est un jeu qui, clairement, enfin, se prête plutôt bien, je trouve, à BGA, dans l'immédiateté, etc. C'est ce que je dis aussi un peu dans ce que je dis sur la vidéo qui va venir. Ouais, donc, selon la demande de l'éditeur, donc de Captain Games, il est pour l'instant désactivé. On ne peut plus y jouer. Pour rappel, il y a parfois eu ça, mais dans ce cas-là, par exemple, Salade de Points avait fait ça, mais Salade de Points avait été publié puis repassé en alpha parce que je crois que c'est AEG qui avait fait un stop, faut pas le publier. Là, ça reste en fait, ça reste dans la liste des jeux, mais plus jouable. Donc c'est autre chose. Donc là, voilà. Et donc ça, c'était il y a 34 jours. Donc c'était vraiment en décembre. Hein. J'étais vraiment passé à côté parce qu'en fait, je me suis rendu compte en voulant y jouer. Et donc, depuis tout ce temps-là, voilà, c'est plus jouable en fait. Donc, et j'ai pas. Donc là, voilà, accès restreint. Est-ce qu'ils enlèvent ça, etc. Ils se demandent. Il y a un petit topic où il n'y a pas beaucoup de réponses. Il y a effectivement des parties en cours, mais c'est des parties sûrement en tour par tour qui avaient été lancées plus tôt. Et voilà, depuis, on ne sait pas, il n'y a aucune réponse ni de BGA, au-delà de, c'est l'éditeur qui a demandé. Et l'éditeur, alors c'est quand même étrange, parce que, comme je le dis, c'est un jeu qui peut s'y prêter. Alors, l'éditeur a peut-être de bonnes raisons d'avoir fait ça, je sais pas. Mais aucune communication, que j'ai vue en tout cas, de Captain Games sur BGA n'est plus jouable sur... Duck & Cover n'est plus jouable sur Board Game Arena pour telle raison. J'ai vu ça nulle part, et pourtant, enfin... Comme dit, autant, je vous parlais la semaine dernière de Bruno Catala qui disait au bout d'un moment, peut-être que certains jeux qui marchent plus ou qui marchent pas sur BGA, c'est bien de les retirer. Autant celui-là, je pense qu'il fonctionnait, alors j'ai pas de chiffres, hein, mais parce que j'ai l'impression que le format du jeu, le fait qu'il se joue jusqu'à 7, la vitesse du jeu, la simplicité de la manipulation, de l'interface, et même, je disais, il y a une forme de mise en scène sur BGA avec les coins qui apparaissent comme ça et tout. Donc franchement, enfin, ça me surprend pas mal, et si l'auteur, l'éditeur passe dans le coin sur YouTube ou quoi, je suis curieux de savoir pourquoi, et surtout pourquoi est-ce que vous communiquez pas dessus, alors que là, ne pas communiquer dessus, en fait, ça laisse un flou qui peut laisser des doutes aux gens, quoi. Donc, une des raisons pour lesquelles ce serait possible aussi, alors ce serait à vérifier, mais peut-être que pour Duck & Cover, j'ai reçu des colis, on les ouvrira après. Je fais rarement des unboxings, mais là, comme c'est petit, comme ça devrait être un petit hebdo, on pourra regarder ce que j'ai reçu. Voilà, je disais, peut-être que c'est parce que Duck & Cover est en rupture actuellement. Alors j'ai vu un truc d'Asmodée qui disait que ça devrait revenir. Peut-être qu'ils ont restreint l'accès pendant que le jeu était en rupture, en se disant, en fait, on veut pas que les gens découvrent sur BGA, puis veuillent l'acheter, que ce soit en rupture,
et éventuellement oublie qu'il voulait l'acheter, etc. Et que du coup, une fois que ce sera à nouveau disponible chez Philibert, ou enfin, pas chez Philibert, en boutique, peut-être que ce sera réactivé et que... Voilà, c'est une possibilité, en tout cas, ce serait une justification que je pourrais comprendre d'un point de vue commercial et tout. Mais où il n'y a eu aucune communication dessus, c'est surtout ça qui m'étonne, c'est vraiment, il y a eu zéro communication. Continuons. Donc, alors pareil, un truc, j'en aurais pas forcément parlé si c'était une semaine un peu plus chargée, mais Ocaseo, donc, qui a été fondé par Guillaume Lemery, bon, c'est un site de vente d'occasion de jeux de société qui existe depuis longtemps, où maintenant, Guillaume est depuis quelques mois à 100% sur Ocaseo, et quelques autres sites à côté, mais où vraiment son activité professionnelle, c'est s'occuper d'Ocaseo, que moi je vous conseille pour, de manière générale pour utiliser, pour acheter ou vendre des jeux d'occasion. Moi, il y a évidemment d'autres propositions. Il y a Vinted, il en parle de toute façon dans l'interview, Le Bon Coin et compagnie, mais c'est vrai que là, c'est surtout consacré aux jeux de société, donc on trouve des choses qu'on ne trouvera pas ailleurs, notamment des acheteurs, acheteuses, et des jeux. Et donc bon, voilà, il y a une interview, donc on avait reçu aussi Guillaume sur Proxy Jeux pour en parler il y a quelques années, et donc voilà quoi, en gros. Il parle un peu du développement, il parle aussi de modifications récentes, notamment du fait que là, il a le temps de s'y consacrer, et parmi ces... Donc, je vous laisse aller voir un peu, je vais pas revenir. Moi, je l'utilise de temps en temps quand j'ai la motivation de mettre des jeux en vente, rarement pour acheter, je vous avoue, sauf vraiment des jeux précis, mais ça fait bien longtemps que j'ai pas acheté un jeu sur Ocaseo, moi, mais pour des jeux précis un peu vieux, oui. Mais donc voilà, par exemple, il rajoute une exclusivité de 24 heures sur les nouvelles annonces pour les VIP, qui est à 15 € par an, voilà. Et puis il y a d'autres, voilà, il met aussi un truc pour les vendeurs professionnels qui contribuerait un peu à Ocaseo et à son financement, etc., donc à son salaire en fait. Et notamment, ça va aussi avec l'évolution des gens qui jouent, puisque lui, au début, il le faisait pour des gens qui savaient ce qu'ils voulaient, voilà, alors que là, aujourd'hui, c'est un peu différent. Et parmi les nouveautés, il y a notamment l'arrivée sur des réseaux, que ce soit Instagram, mais également YouTube. Donc, il parle un petit peu de tout ça, etc. Je vous laisse aller voir les détails sur la concurrence et compagnie. Notamment, il y a l'arrivée sur YouTube aussi, entre autres réseaux, qui a déjà plus de 600 abonnés, où donc il y a notamment des vlogs de développement où il explique un peu les modifications qu'il peut y avoir. Et puis après, c'est des tops, mais c'est pas des tops éditorialisés, c'est vraiment des tops principalement qui sont menés par les statistiques, c'est les trucs qui sont le plus vendus, les trucs qui sont le plus mis en vente, voilà, là c'est les plus mis en vente, et là c'est les plus vendus, si j'ai bien compris. Voilà, donc bon, moi c'est pas du contenu qui m'intéresse, on va le dire tout de suite, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais sachez que ça existe. Et il y a également donc Olivier, qui fait aussi qui a une chaîne également, familiale plutôt, et qui donc participe justement à cette chaîne YouTube. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça existe, il y a l'interview, il y a la chaîne YouTube. Voilà. Moi, encore une fois, c'est pas... j'y suis abonné pour la veille, mais c'est pas quelque chose que je vais consulter. Voilà pour les news. Je le redis, mais si jamais vous avez, des news que vous voyez qui pourraient correspondre à la ligne édito de l'hebdo et tout, vous pouvez me les faire passer. C'est pas une garantie que j'en parle, parce que voilà, mais en tout cas, vous pouvez me les communiquer sur Discord notamment, ou Blue Sky, ou Instagram, ou Mastodon. On va voir un peu maintenant les jeux qui sont sortis sur Board Game Arena récemment. Alors récemment, depuis une semaine. Donc il y a eu... alors celui-là, il était déjà là, si je dis pas de bêtises. Donc il y a eu Golden Crash, qui est en premium. Pas ambitieux de le mettre en premium. Alors je rappelle le système premium, j'en ai parlé sur ma vidéo jouant en ligne et tout, mais ça permet de rémunérer éditeurs, auteurs et compagnie. Voilà. Donc en premium, il faut être abonné à BGA. Jeu à deux, moi je trouve pas ça très bien, j'en ai parlé l'année dernière. C'est un jeu issu de Game Jam qui a fait l'objet d'un documentaire chez Gros Games. Je trouve que l'idée de faire une Game Jam, de la filmer, de montrer
Tout ça, même si je trouve que l'idée de faire une game jam avec la team Kaedama, c'est pas forcément la meilleure représentation de ce que peut être une game jam. Peu importe, le documentaire, pourquoi pas. Publier le jeu qui est sorti de la game jam, ça me paraissait très indispensable, surtout vu la qualité globale du jeu et ce qu'il apporte. Mais en tout cas, vous pouvez l'essayer sur BGA. Et en bêta, il y a Pacifica qui est sorti, un jeu à 2, totalement inconnu pour moi, chez Cosmos. Twinkle Twinkle, c'est un jeu all-play d'un Kickstarter qui va arriver, donc ils l'ont mis en ligne. Ça a l'air, je crois que j'avais essayé un tout début de partie, ça m'a l'air extrêmement lambda. C'est vraiment, tu prends des trucs, tu fais des constellations. Alors peut-être que matériellement c'est plutôt sympa parce que c'est des petites tuiles translucides et tout. Et donc ça peut faire joli sur son petit truc, mais en vrai en termes de scoring et compagnie, en termes d'enjeux, d'espace de choix, ça m'a l'air quand même assez quelconque. Ça se joue tout seul, non. Donc voilà. Je vous en ferai pas de partie solo. Voilà pour Twinkle Twinkle. Il y a les Pirates de Maracaibo qui arrivaient en... Celui-là, je suis un peu plus curieux, je vous avoue, puisque j'ai bien aimé Maracaibo. C'est Peter qu'on a parlé chez Proxy Jeux il y a quelques mois. J'aime beaucoup Maracaibo, donc pourquoi pas. Revive qui est arrivé aussi. Revive, j'en suis assez curieux également. Jamais joué, mais je sais que c'est un des jeux un peu costaud que Simon Dupastan a bien aimé et tout, et ouais, à l'occasion, pourquoi pas, même si ça demande un peu de temps pour découvrir les règles et compagnie. Shut the Box, c'est un petit jeu où Mamira nous y a fait jouer dimanche à les soirées du passe-temps, qui est vraiment un petit jeu en fait de dés à peu près sans enjeu, mais qui finalement est aussi intéressant que pas mal de jeux qui sortent actuellement en termes d'espace de choix et d'intérêt de ses choix, alors que c'est vraiment un jeu classique qui date de 1500 quelque chose, je crois. Un truc comme ça, Shut the Box, 1750, c'est ça. Et où tu lances des dés, il faut fermer des trucs. Et bon, bref. Voilà. C'est pas passionnant. Bunny Boom. Aucune idée de ce que c'est que ce truc. J'imagine que c'est les lapins qui se multiplient. C'est chez qui ça? Ruse Games. Illustré par Andrew Bosley. Incroyable. L'illustrateur de Evandel. Bon, ça m'intéresse pas plus que ça, je vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout ce que c'est, j'en ai jamais entendu parler. Mind Cycling, pareil. Et je crois que tout ça, on avait déjà la semaine dernière. Donc voilà pour les jeux sur BGA. Chez Proxy Jeux maintenant, il y a eu un épisode qui est sorti, c'est un sortant de grand jeu sur Alhambra, un jeu de Dirk N, auteur assez intéressant et prolifique, chez Queen Games notamment. Et donc ils reviennent sur le jeu, sur son auteur, et également sur l'inspiration que ça peut être aujourd'hui. Alors même si je pense que les jeux qui sortent actuellement, donc les triple P, les 3 P, c'est comme ça qu'ils le disent, c'est prise, pause, point. Azul, j'ai une mécanique de prise dans les marchés, une mécanique de pause sur mon plateau personnel, souvent ça se passe sur des plateaux personnels d'ailleurs, une mécanique de scoring ou des mécaniques de scoring. Dans Azul, c'est scoring immédiat plus scoring de fin de partie divers et variés. Cascadia, je prends un ensemble de 2 tuiles, je les dispose, je les pose, et ça me permettra de marquer des points en fin de partie. Prise, pause, point. Château combo, prise dans une rivière, pause sur mon tableau, scoring immédiat et en fin de partie. Pas scoring immédiat d'ailleurs, non? Non, pas trop de scoring immédiat, mais en tout cas des points en fin de partie. Donc ça, c'est vraiment un style de jeu, Acropolis, etc. Et des jeux qui marchent très bien, qui sont pas mal vendus actuellement, que Pionfesseur nommait... Ils ont oublié un truc, je crois, dans la chronologie, ce qui parle de mini-euros, effectivement, mais à un moment, il appelait ça les gateway games de merde. C'était son terme, avant qu'on lui dise qu'en fait, gateway game, ça veut rien... ça a un terme de jeu passerelle, etc., et que c'est pas spécifique au ressenti de ces jeux-là, mais même si nous, on comprenait un peu ce qu'il voulait dire quand il disait gateway game de merde, en fait, ce qui signifiait comme type de jeu quand il disait ça. Donc il y a eu ça, il y a eu mini-euro, et il y a eu également les triple P maintenant, les 3 P, et donc il parle un peu de pas mal de choses, et d'Alhambra comme jeu vraiment qui est assez marquant dans cette catégorie, et comment est-ce que ça a influencé, en fait, comment ça a mis du temps finalement à devenir une influence pour le game design moderne, et comment aujourd'hui, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Toujours très intéressant, les sortons de grands jeux, voilà, et c'est tout ce qu'il y avait chez Proxy Jeux depuis la dernière fois. Je vous propose donc que l'on passe aux parties, ou bien on fait l'unboxing maintenant, peut-être, comme vous voulez. On peut faire ça. Alors, donc 2 colis. Je fais ça vite fait, je vais pas non plus vous mettre ça en scène. Ça doit être des Kickstarter ici et là.
Il y en a un, ça doit être chez Allplay justement, ou chez Bitewing, je confonds toujours, mais comme Allplay distribue aussi, voilà. Et il y en a un autre. Salut Jérôme, comment vas-tu? Voilà. Et là, j'espère que pour les podcasts, vous avez le son, hein, parce que c'est vraiment merveilleux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, une extension pour Olio. Voilà, jeu de Allplay que j'ai déjà. Ensuite, les deux petits qui me manquaient de chez Allplay, Rainbow et Prey. C'est commandable sur leur site. En tout cas, à un moment, ça l'était. Vous savez, j'ai déjà Panda Panda et Fairy qui sont derrière, j'imagine. Les Allplay, ils sont là. Donc, Panda Panda et Fairy, ouais, on les voit là-bas. Et donc, ceux-là, je les avais commandés en même temps, en fait, que jeu de pli et jeu de défauts, escalade. Voilà. Prey, ils en avaient chez le Passe-Temps à un moment. Et enfin, donc le Bitewing que j'avais pledgé, c'était... vous savez, il y a cette volonté chez Bitewing, chez 25th Century. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé que 25th Century ressortait Botswana. Il y a 25th Century qui ressortira régulièrement, que ce soit donc Bitewing, Allplay ou au-delà de Plate. Et donc là, c'est Cat Blues, un jeu des années début 2000, fin 90. Et donc, il y avait 3 Kickstarter, en fait, dont 2 jeux qui n'étaient pas de Knizia et un qui était de Knizia, donc celui-là, qui est un jeu de cartes, qui me disait bien. Je crois qu'il y a un peu d'enchères, etc. Donc, bon, voilà, essayez. Il se joue de combien Je pense que de 2 à 4, je pense que c'est plutôt un 3-4. On va regarder sur BGG. Hop. Cat Blues, on va voir en plus comme ça. De quand il date? Cat Blues. Il date de 98, c'est ça. Et donc là, c'est une ressortie, j'imagine, une revisite et compagnie. Hein. Ça, c'était Cat Blues, illustré par Franz Winkel. Voilà. Déjà de 2 à 4, avec plutôt joué à 3. Et là, pareil, avec cette fois des illustrations de A. Giroux, qui est pas, j'imagine, Alisha Giroux. Voilà. Donc voilà, un petit jeu de Knizia. Il y avait quoi déjà comme Kickstarter avec? Il y avait Shuffle and Swing et Shuffle and Swing qui m'avait l'air le plus anodin de tous. Shuffle and Swing, ça m'avait pas l'air très intéressant, même si c'est très joli, hein, pas de souci là-dessus, mais de Robert Ovakiman, mais qui m'avait l'air d'être un jeu... J'avais regardé un let's play, je crois, et ça m'intriguait pas du tout. Et il y avait... troisième, c'était... il y avait Cat Blues, Shuffle and Swing et Bebop. Bebop qui est illustré par Weberson Santiago, qui est vraiment ultra beau. Je trouve ça magnifique. Et celui-là, on dirait du Knizia un petit peu. C'est donc un jeu du même que Shuffle and Swing. Alors, Weberson Santiago, enfin, incroyable. Notamment la couve, hein, parce que bon, là, on s'en fout un petit peu, même si c'est joli. Ça me fait penser au festival de Psychonauts 2, je crois que c'est dans le 2 qu'il y a. Bon, et c'est vraiment un jeu qui peut faire penser à du Knizia, type Rebirth Samurai, j'imagine, ce genre de truc, Blue Lagoon, etc. Vraiment jeu de positionnement sur un plateau, on voit les hexagones, etc. Mais bon, j'ai déjà plein de jeux de Knizia comme ça, alors malgré la beauté de la couve, je l'avais pas pris. Même si celui-là, je pense, est mieux que Shuffle and Swing, en tout cas, il m'intriguait plus. Et donc l'autre que j'ai reçu, c'est un que j'attendais un petit peu plus. Un jeu de l'auteur de Trick Taker, c'est Eternal Dex, un jeu coopératif à communication limitée au look absolument merveilleux, qui devrait arriver en français, sachez-le. Je crois, en tout cas normalement, aux dernières nouvelles c'était prévu. Et celui-là, très hâte d'essayer. Voilà, et c'était aussi un Kickstarter. Et ouais, sachez comme ça avec... Et ouais, jeu aussi à scénario à différents niveaux avec différents types de missions. Donc voilà, pas mal de différentes choses. En tout cas, assez intéressant, je pense. Je n'ai pas pu l'essayer. Il y a une version en ligne aussi sur Playing Cards Zio, si jamais vous voulez essayer. Il y a un mode solo, mais je n'ai pas pris le temps de l'essayer. Ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et je crois qu'à l'époque, en plus, il n'y était pas. Et alors, voilà, regardez-moi les règles. Donc il y a des règles en anglais, moi, dans ma version. Et je trouve ça absolument splendide en termes de... Après, franchement, Trick Takers, moi j'ai des réserves dessus, mais visuellement, je trouve ça super, super stylé. Et donc, je disais, il y a voilà, des différents niveaux, d'où un petit livret de scénario.
qui vont introduire différents types d'objectifs et compagnie. Ça, c'est le petit plateau de jeu en microfibre, vaguement. Donc voilà, très curieux d'essayer ça à l'occasion. Enfin, en tout cas, la proposition m'intriguait pas mal, donc je suis content de l'avoir reçu et j'ai hâte de l'essayer. Hop, bon, je vais pas m'amuser à les ranger maintenant. Tac, je les rangerai plus tard. Mais en tout cas, je suis très curieux d'essayer ça. Très bien. Tac. Voilà, donc, comme je le disais avant, nous allons pouvoir passer aux parties de la semaine. Et donc, ce sera un peu plus court que la semaine dernière, puisque... Pourquoi tu me mets du 1er janvier, gars? Ah, j'ai dû me tromper, j'ai dû lui mettre du 15 décembre. Voilà pourquoi. Du 15 janvier au 22 janvier, s'il te plaît. À quoi est-ce que j'ai joué donc en une semaine? De nouveau, je vais pas m'attarder trop sur les choses dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Alors, donc, Six of Eight, je vous en ai parlé la semaine dernière, super jeu de pli, je continue d'y jouer. Jeu de pli de Carole Lagros chez New Mill Industries, illustré par... je pense que c'est peut-être même Carole Lagros qui l'a directement illustré, parce qu'elle a aussi fait du graphic design sur d'autres jeux. Ah non, c'est Daniel Newman directement, donc le fondateur de New Mill. Super bon jeu de pli à 4 en équipe. On peut y jouer à 3, mais je choisis plutôt à 4, avec atout qui change au cours de la partie et thématique très forte. J'en ai parlé la semaine dernière, il est jouable sur Trickster Stable, c'est un excellent jeu. J'ai rejoué un coup à Dead Cells, un coup, ouais. Ah bah oui, c'est la partie que je vous ai fait directement en live, donc allez voir ça. Je continue 365 aventures le donjon, c'est toujours aussi anodin et aussi inintéressant pour l'instant. On verra à l'arrivée de février, je vous reparlerai de ça si en février il y a un twist. Le Seigneur des Anneaux, alors je vous en reparle peut-être plus tard. J'ai joué chez Mathieu à Kyoto no Neko, qu'on a fait 2 parties. Alors Kyoto no Neko, c'est un jeu de Cédric Millet, on en a fait un autour du jeu dans Proxy Jeux le mois dernier, en décembre, pour parler du jeu. Et où vraiment c'est le côté petit RPG des chats qui se promènent dans Kyoto et qui vont avoir besoin de résoudre des comment on dit, des problèmes. Ils vont avoir des jets de compétences à faire face à certains obstacles et face à certaines... on va réagir face à certaines rencontres. Ça se passe sur ce plateau et l'idée c'est que chacun commence comme ça dans sa petite maison et dès qu'on va arriver sur des petites pattes là qui sont face cachée, eh bien on va les retourner, ça va nous imposer une réaction ou pas selon ce qu'il y a sur la patte. Parfois, il va falloir réagir parce que ça va être un animal qui veut nous courser ou quoi, et d'autres fois, on peut tout à fait décider de ne pas interagir avec cette patte tout de suite, avec cette activité. Et pour faire ça, en fait, ça va se passer à base de compétences. On voit ici les arbres de compétences. Ça va se passer à base d'arbres de compétences et d'un jet de dés supplémentaire. Le jet de dés, et c'est une bonne idée, permettant, il y a notamment une phase échec critique qui fait qu'on peut toujours échouer quand bien même. Admettons qu'en agilité, donc qui est ici, je suis à 6, je veux faire un truc qui est à 5, on pourrait se dire je l'ai réussi automatiquement. Non, il faut quand même lancer le dé parce qu'on peut toujours échouer de manière critique. Chaque échec, ce qui ne tue pas, rend plus fort. Chaque échec permet de progresser sur la compétence où on a fait l'action. Par exemple, je me bats, je suis à 2, je lance le dé, je fais 1, ça me fait 3, il fallait que je fasse 5. Et ben je passe de 2 à 3. Et voilà, c'est comme ça qu'on progresse en compétence, sachant qu'un échec critique fait progresser de 2. Donc ça, c'est plutôt cool, et notamment la thématisation, et comment est-ce qu'on peut s'immerger un peu dans l'univers, dans les activités, comment... Il y a des soucis de lisibilité ici et là, je trouve, notamment parce que en gros, on peut pas, à moins d'être assez agile, au début, on peut pas traverser ni les haies, ni les toits, mais en fait, d'un point de vue de la lisibilité du plateau, je trouve qu'on l'oublie très vite, et que du coup, je pense qu'on a fait des erreurs, mais tous les deux, et de manière involontaire, et vraiment, je pense que ça m'arrivera encore. Il y a cette idée de la route, là, qui est plutôt cool aussi, où dès qu'on va traverser la route, les vélos se déplacent, et puis s'ils nous foncent dedans, enfin, s'ils foncent dans quelqu'un, il faut que cette personne fasse un test d'agilité. Plutôt cool en termes de thématisation aussi, et d'interaction. Et pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on fait toutes ces activités? Pourquoi on progresse? C'est pour aller chercher des petits grelots. Alors, les petits grelots qui sont des points, on gagne si on a, je crois, 5 points.
Et l'idée, c'est que pour les faire, il faut faire des objectifs qui vont être, par exemple, me bagarrer avec un autre chat, ou grimper à un arbre, ou capturer un papillon, ou devenir ami avec tel animal. Et à chaque fois que je le fais, je gagne un petit gros lot. Il y a d'autres petites manières de le faire quand on progresse, etc. Pourquoi pas? Le truc étant que il y a un gros problème, je pense, de développement et de rythme dans le jeu. Alors, c'est un jeu qui est aussi à destination des enfants, et qui, de ce point de vue-là, est vraiment très simple. C'est-à-dire que vraiment, ton tour, tu te déplaces et éventuellement, tu résous les obstacles auxquels tu fais face. C'est tout. Il y a des petites règles de déplacement à la con qui sont peut-être pas forcément faciles à acquérir par des enfants par eux-mêmes. Des petites conséquences de certains échecs. Reste que, comparé à un Mice and Mystics ou des trucs comme ça, au moins, il y a cette fluidité de pas retourner dans les règles et que tout soit assez logique. Et ça, c'est cool. Par contre, moi, je trouve vraiment, et c'est pas parce que c'est un jeu enfant que c'est pardonnable, qu'il y a un problème de scope dans le jeu, où vraiment, entre la mise en place, où vraiment tu mets toutes les petites patounes et tout sur le truc, où il faut les retourner, machin, et la durée de partie, et en fait, la manière dont c'est fini avant que tu aies commencé, en fait. Et ça, c'est un élément de design qu'il y a dans beaucoup de jeux actuels et où vraiment, tu as à peine commencé à te développer que tout de suite, tu arrives à la fin de la partie. Là, alors on a joué à 2 aussi, je suis curieux d'y jouer à plus, parce qu'à 2, c'est vraiment du tir à la corde, et en gros, quand tu fais un truc, c'est pour emmerder l'autre, et voilà. Et si toi, tu réussis un truc et que l'autre rate, en fait, il y a très peu de chances que tu gagnes la partie et que l'autre ait pas grand-chose. Par exemple, la première partie, Mathieu a raté 2-3 jets, et en fait, c'était plié pour lui, et même si la partie dure que 15-20 minutes, c'est pas pour autant agréable de savoir que c'est plié au bout de 5-7 minutes. Là où je parle d'un problème de scope, c'est que dans notre partie de 20 minutes, en fait, c'est la conséquence de la bonne idée, de l'idée de progression sur les compétences, c'est que tu arrives très très vite partout tout en haut, et où du coup, en fait, tu roules un peu sur le jeu, sauf échec critique, et où du coup, le fait d'avoir réussi au début, comme à la fin tu réussis à peu près tout, ça détermine énormément le fait que tu gagnes ou pas, malgré les mécaniques de catch-up, ici ou là, c'est un peu, un peu frustrant, et parce que en fait, t'as vraiment l'impression que au moment où tu commences à raconter une aventure, à avoir fait des trucs, la partie s'achève, et c'est assez désagréable en termes de rythme de jeu et de... Ouais, il y a un côté un peu tue l'amour, et où, t'as pas eu le temps en fait de profiter de l'immersion que semble te proposer le jeu, que c'est déjà fini. Et ça, c'est un problème du fait de comment en fait tu progresses sur les compétences, de la difficulté des tâches rencontrées par rapport à la vitesse à laquelle tu progresses sur ces compétences, et de la facilité à obtenir les fameux petits grelots qui représentent tes points, et comme il n'en faut que 5, ça va vite, parce qu'en fait, en gros, très vite, moi les objectifs, à chaque tour j'en faisais un, et donc en fait, parce que c'est les objectifs du jeu de base, je reviendrai dessus après, sont pas intéressants, très faciles à réaliser, comme en plus le hasard de la mise en place, ce qui est cool dans l'absolu, fait que toi tu peux rencontrer les trucs des objectifs très vite, tandis que l'autre va rencontrer tout le temps la même chose, t'y es pas pour grand chose si tu gagnes ou tu perds, parce qu'en fait à partir du moment où si la mise en place t'a favorisé, en tout cas à 2 encore une fois, peut-être qu'à plus justement il y en a d'autres qui vont venir te contester et compagnie, mais à 2 finalement, Mathieu lui au début sur son côté du plateau, il avait plein de trucs super chiants, donc il passait son temps à retourner dans sa maison, alors que moi j'avais réussi à avoir peut-être 1 ou 2 grelots, et c'est suffisant en fait de prendre cette avance pour le reste du jeu, parce que c'est pas assez compensé par le fait qu'il ait échoué au niveau des compétences, parce que de toute façon on va progresser et compagnie. Et du coup, le jeu de base en tout cas est vraiment je trouve mal calibré, et manque de finition, et pour moi ça manque vraiment de développement. Après c'est chez Matago qui sortent 4 jeux par semaine, alors pas des jeux en interne, il y a beaucoup de localisation, mais je pense que, alors je me trompe peut-être, mais que ça n'a pas été beaucoup travaillé en interne malheureusement, sûrement que Cédric Millet a travaillé de son côté en amont. À un moment, un éditeur, c'est aussi là pour te pousser dans tes retranchements et de faire en sorte d'aller plus loin et de pousser encore plus le jeu. Je suis pas sûr que Matago ait le temps de pousser comme ça les jeux, je peux me tromper, mais en tout cas en interne, j'ai pas l'impression qu'ils puissent vraiment pousser pour faire un produit vraiment développé jusqu'au bout. Et le truc, c'est que on avait cette frustration quand même à la fin, malgré l'enchantement de l'univers, l'immersion, le côté RPG et tout, qui vraiment, moi je trouve, fonctionne vraiment. Il y a vraiment une espèce d'identification qui peut se faire et que je trouve assez forte. Mais il y avait quand même cette fin de partie, on se dit,
vraiment, enfin, c'est fini et tout, c'est assez agaçant. Et comme le jeu était sur la table et que on s'est dit, vas-y, on en refait une, c'est pas grave, on va essayer un scénario. Et le deuxième était déjà plus intéressant. Alors ça se voit déjà au niveau du score, mais c'est assez anodin, hein, parce que dans l'absolu, tu peux quand même te retrouver flingué rapidement. Mais par contre, donc il y a plusieurs scénarios qui vont te mettre d'autres types d'objectifs, qui vont... ça va principalement être ça. Tu peux aussi jouer de manière asymétrique, où tu vas déterminer tes caractéristiques différemment au début de la partie. Ça me paraît un peu plus anodin. D'ailleurs, l'équilibrage là-dessus, alors, est sûrement juste, mais il nous a paru bizarre à un certain niveau, mais je pense que dans l'absolu, ils y ont réfléchi, donc ça me paraît juste. Mais en fait, le scénario 1, par exemple, juste, les objectifs demandés sont beaucoup plus précis, et demandent un peu plus, normalement, de choses à faire différentes, et que du coup, tu peux moins facilement les valider par inadvertance. Il va falloir aller un peu chercher. Le fait de demander des choses un peu plus précises, ça rend les choses un peu plus difficiles, et donc le rythme de jeu n'est pas le même, et ça va vraiment te demander d'aller plutôt dans telle compétence, etc. Alors les compétences montent toujours trop vite, je trouve, ce qui fait qu'il y a peu d'adversité, ce qui peut se comprendre, hein. C'est pas un jeu qui a volonté à être frustrant, mais en même temps, mais ça va aussi, ce côté d'adversité qui te fait progresser. C'est une bonne mécanique de catch-up, et je comprends pourquoi ils l'ont fait, et je trouve ça plutôt intéressant. Mais ça crée une espèce de déséquilibre au niveau du rythme global, je trouve, et qui moi, me convient pas. Mais en tout cas, on a tous les deux beaucoup plus aimé ce côté scénario 1. Tu vas aller faire ça, alors il y a toujours des objectifs de base, hein, qui restent là, mais les quelques objectifs précis se rapprochent un peu des... Par exemple, on peut gagner un grelot de base en ayant 3 amis chez soi, et c'est pas forcément facile de le faire. Et là, par exemple, il y avait un truc où on te force à aller chez l'autre, etc. Ça te donne vraiment des axes plus précis, comme je dis, qui vraiment donne un rythme un peu plus... un peu moins à dérouler le truc, et puis de toute façon, voilà, oui, je rencontre un truc, je le fais, et puis voilà. Non, là vraiment, tu réfléchis un petit peu plus à, ah d'accord, donc c'est cet objectif, donc il faudrait que j'aille là, peut-être, et puis tel truc. Il y a vraiment des choix plus intéressants dans le scénario 1. Ça reste moyen et pas fou, hein, mais il y a un bon step en termes de qualité qui est franchi. Et c'est dommage, en fait, de ne pas avoir fait en sorte que déjà dans le mode de base, quand bien même c'est un mode de découverte, ça porte les promesses de ça, parce qu'en fait, franchement, là, on a fait la deuxième partie parce que c'était sur la table et tout, mais moi, je fais le mode de base en festival, jamais plus je m'intéresse au jeu, parce que je trouve ça vraiment pas intéressant, ou trop... Et pourtant, encore une fois, hein, le jeu a du charme et donne envie de s'y intéresser un peu plus, mais juste, il a pas les armes pour vraiment te faire dire, ouais, ok, ça mérite que je m'y intéresse plus et que je pousse le truc pour l'immersion. Et tu peux pas te contenter de faire un mode de base nul, en disant, oui, mais ça prend de l'intérêt à partir du scénario 4. C'est pas possible. Aujourd'hui, en tout cas, dans le mode de consommation actuel du jeu de société, c'est délicat. Donc, honnêtement, hein, même pour les enfants, enfin, moi, jamais je les fais jouer à ça, je les fais tout de suite jouer au scénario 1. Et ouais, donc bon, j'ai pas trouvé ça aussi nul que d'autres jeux, mais je trouve que c'est un jeu qui aurait mérité plus, en fait, qui vraiment a des armes en termes d'immersion, d'univers, de proposition, pour mériter plus de travail et de finition, et pour donner un jeu qui est, à la fin, un peu plus intéressant en termes de rythme et d'enjeux, et dans lesquels on se met, parce que là, mine de rien, à la fin, on s'en fout un petit peu. On a fait un Lacuna, ce jeu abstrait dont je vous ai déjà parlé. Niwashi aussi. Tiens, Niwashi, ça fait un bout de temps que je le possède. Enfin, à peu près depuis la sortie. C'est cette petite boîte, hein, plus ou moins format Sea Salt and Pepper. Et c'est un jeu coopératif à communication limitée, de recouvrement de cartes et de réalisation de motifs. Des genres que j'aime pas forcément tant que ça, hein, faut le savoir. Surtout le côté réalisation de motifs et empilement de cartes. Alors, les cartes ont une qualité un peu bizarre, peu cartonné, etc., qui fait que dans la première partie, c'est super chiant de les décoller, en fait, elles restent vachement ensemble, mais bon, c'est... Là, la deuxième partie, ça allait mieux, parce que je pense qu'on les a plus manipulées. Et donc, son idée, moi, vous savez que ça me trigger, les empilements comme ça de cartes, où des fois, tu bouges un peu un truc, et ça casse tout, et c'est frustrant, comme tout. Là, ça va à peu près du point de vue de comment je suis trigger. Jérémy, si tu regardes cette vidéo, je ne sais pas si je jouerai déjà ça avec toi, parce que Jérémy, donc Jimmy,
On faisait un behind avec lui. Il manque beaucoup de délicatesse, ce qui fait que quand il touche les tuiles, il y a tout qui dégageait, ce qui fait que avec l'autre personne, on dit arrête de toucher. Donc ça, je sais pas si je jouerais à ça avec lui. Mais sinon, je penserais que ce serait moins bien que ce que c'est. Ça reste pas mémorable, en tout cas dans les parties que j'ai faites. Mais il y a, enfin, je sais pas, le jeu a un équilibre entre permissivité et alors pas permissivité de la communication est extrêmement contrainte et très claire. Je parlais de Dead Cells où je trouve que ça manque de clarté dans les règles de communication pour les combats. Là, vraiment, c'est clair. Et c'est vraiment un jeu où, en gros, tu vas avoir des objectifs, c'est des cartes qu'on voit là, qui vont représenter certaines des couleurs dans certaines dispositions. Donc pour valider l'objectif, il faut que, c'est un jeu coopératif, il faut que, à un moment, sur le plateau que tu construis petit à petit, tu te retrouves avec cette couleur dans cette disposition précise. Alors est-ce qu'on a des cartes objectifs autres? Voilà. Par exemple, là c'est une croix, alors à côté on peut y avoir ce qu'on veut, mais il faut qu'à un moment il y ait 5 trucs automne qui fassent une croix. Le truc qui est rigolo, hein, et qui donne tout son sel au jeu, c'est que cet objectif, c'est pas moi qui dois le réaliser. Cet objectif, pour le valider au début de mon tour, il faut que ce soit mon partenaire ou ma partenaire qui, lors du tour précédent, ait posé un truc qui permette à cet objectif d'exister. Donc, peut-être que moi j'ai fait cette croix avant, et que la personne pose un automne ici, et donc me permet de le valider. J'ai pas interdiction de faire ces motifs. C'est juste que si c'est que moi qui l'ai fait, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que mon ou ma partenaire ait posé ce qui permet de réaliser le motif à son tour, et qu'au début de mon tour, je puisse dire « tu as validé l'objectif au tour juste avant ». Et ça, du coup, alors quand on pose les petites cartes là, c'est ce que je disais quand je parlais de recouvrement, hein, on doit recouvrir d'autres cartes de 1 ou 2 parcelles, pas plus. On peut pas recouvrir 3 parcelles, ce qui fait que ça c'est intéressant aussi en dynamique, et tu t'en rends compte dans la première partie. Petit à petit, tu étends comme ça le terrain, et mine de rien, assez rapidement, les espaces centraux deviennent absolument inaccessibles. Et pourtant, ils pourraient être très pratiques pour valider des objectifs, mais pour pouvoir les recouvrir, tu seras obligé de recouvrir 3 trucs, donc tu n'as pas le droit. Ça, c'est intéressant à voir dans la première partie, à se dire « Ah, ok, là, ça crée ça, et donc, machin. » En fait, t'as pas le droit de parler. Donc, en fait, t'as pas le droit de dire « Ouais, machin, faudrait poser ci ou ça. » Donc, en fait, alors, il y a des cartes aides de jeu, hein, évidemment, et elles sont les bienvenues, pour rappeler... Est-ce qu'on les voit quelque part? Non. Pour rappeler, en fait, les différentes formes qui constituent un objectif, sachant que chaque couleur a... chaque type d'objectif une fois. La croix qui est là, elle sera là une fois pour l'automne, une fois pour la forêt, une fois pour le bleu, là, l'hiver. Enfin, c'est des saisons, j'imagine, le printemps et l'été. Donc chaque forme à réaliser sera là une fois par... Le but, c'est de réaliser le maximum d'objectifs. Hein. Il y en a 20 dans une partie, tu peux faire maximum 20 points, voilà. Et donc, pas de communication verbale. Par contre, évidemment, ce que tu vas poser, où tu vas le poser, ce qui a déjà été réalisé. Il y a un effet un peu entonnoir que j'aime bien dans le jeu, où vraiment est déductif, où plus d'objectifs sont réalisés, et plus tu sais ce qui va rester, sachant qu'il y a quand même des cartes qui sont retirées au début de la partie, qui créent de l'incertitude, là aussi très bonne idée, enfin assez nécessaire pour moi, et c'est très bien. Mais tu vas pouvoir faire en disant « Ah, il reste ça, vas-y, on peut tenter ça et compagnie ». Chose qu'au début, tu fais pas du tout, parce qu'il y a tellement de possibilités qu'au début, tu mets beaucoup plus de temps à réaliser les premiers objectifs que proportionnellement à réaliser les derniers. Vers la fin de partie, tu arrives à en enchaîner plusieurs, voire même, parce que tu en as 2 à chaque fois face visible dans ta main, parfois tu valides les 2 d'un coup, etc. Sachant qu'en plus, souvent, il y a des espèces de grandes zones d'une couleur qui commencent à se créer. Alors parfois, elles deviennent inaccessibles, mais tu peux te dire, ok, là, on va s'orienter là-dessus parce qu'il y a déjà une grande zone, donc c'est facile de créer plusieurs dispositions qui valideront plusieurs objectifs à la fois. Donc en termes de probabilité, il y a possibilité que ça valide un de tes objectifs. Alors parfois, pas du tout. Mais il y a quand même plein de petits éléments comme ça, déjà très factuels, qui permettent de s'orienter vers les choix de comment on va poser les choses. Il y a ensuite effectivement ce que l'autre va poser. Alors, ce qui est intéressant dedans, il y a un côté un peu comme dans un habit où, à ton tour, alors dans un habit c'est vraiment segmenté, à ton tour, soit tu aides les autres, soit tu valides des trucs, soit tu demandes de l'aide, entre guillemets.
Enfin, c'est pas vraiment ça, mais bon. Moi, en tout cas, j'ai ressenti un peu un côté Hanabi, dans le fait où, dans Niwashi, tu essayes, mais c'est en même temps, pour le coup, de donner des indications sur ce qui, toi, t'arrange, tout en essayant de répondre aux demandes de l'autre. Et il y a ces deux trucs-là que tu essayes de faire en même temps. Alors, des fois, tu vas alterner les tours. Des fois, il y a un tour où ça va vraiment être un tour pour indiquer, bon, là, vraiment, il faudrait qu'on fasse de la forêt, etc. Et en fait, il y a toute cette communication verbale qui se met en place, qui peut plus ou moins bien marcher, évidemment. Il y a aussi, une fois que tu as posé une carte, tu en récupères une dans la rivière. Et mine de rien, c'est important que l'autre regarde ce que tu récupères dans la rivière, parce qu'il y a des éléments visuels dessus. Si je prends un truc où il y a 2 forêts, peut-être que ça veut dire que je veux qu'on fasse un objectif forêt. Peut-être pas, peut-être que c'est pour le 1 printemps que je l'ai pris, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a plein de petits éléments comme ça sur lesquels on peut s'appuyer et qui sont un peu verbalisés dans les règles, dans le, comment ils appellent ça, le langage commun. Donc il y a quand même plein de petits trucs intéressants là-dedans. Et il y a également, salut, Poupou le café du Touquet, enchanté. Il y a également le dernier élément de communication, en tout cas que je vois vraiment qui me vient, c'est cette lanterne en bois là, que on peut prendre et placer quelque part. Je la retrouve là, voilà. Cette lanterne là, elle est ici. On peut tout à fait plutôt, voilà, là c'est ce que fait la personne, la placer sur une parcelle et on peut. Non, j'ai pas joué à Knebberstich. Désolé, c'est un jeu de pli 1, Knebberstich, mais non, jamais essayé. Pas encore. Mais tu peux, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour parler de jeu de pli. Et donc, quand on place ça sur une parcelle, c'est censé être pour donner une indication, et on peut la placer vraiment comme on veut. Que ce soit debout, que ce soit couché, que ce soit pointé vers tel ou tel endroit, et c'est censé signifier des choses différentes. Ouais, c'est cette forme-là. Alors, bon, un peu comme dans Inkit. Dans Inkit, vous savez, il y a ces tampons et il y a on peut essayer de trouver différentes manières de les utiliser et compagnie. Bah, là aussi, dans Niwashi, on peut essayer de trouver différentes manières d'utiliser cette lanterne pour signifier des choses différentes. Pour l'instant, moi, je suis très mauvais dans comment utiliser cette manière différente. Le truc, c'est que parfois, tu vois pas trop ce que la personne veut dire, ou bien elle la pose sur une couleur et tu savais que c'était cette couleur-là que la personne visait, mais tu vois pas l'indication de la forme en question. Et ça coûte quand même les 3 cartes de ta main. Donc tu as 3 cartes en main, il faut que tu défausses les 3 et que tu reprennes 3 cartes, sachant que la fin de partie, quel moment où tu comptes tes points et le nombre d'objectifs que tu as réussi à réaliser, ça arrive quand tu ne peux pas jouer, je crois, ou tu peux pas piocher. Donc en gros, quand la pioche est vide, c'est presque la fin de partie. Donc te défausser 3 cartes pour en reprendre les 3 de la rivière, ça fait accélérer la fin de partie. Voilà. Donc c'est quand même un gros coup par rapport à la manière dont, en tout cas, moi j'arrive à l'utiliser et à en tirer des bénéfices pour la lanterne. Il y a un dernier truc que je trouve intéressant, c'est que ça va beaucoup avec ça, c'est si on recouvre en gros une parcelle avec une autre parcelle de la même couleur. Donc si je recouvre de l'hiver avec de l'hiver, au lieu de prendre une carte de la rivière, je peux prendre la première carte de la défausse. Ça paraît anodin. Des fois, c'est parce que la carte de la défausse va bien pour communiquer ou pour progresser dans un sens. Surtout, ça ralentit la fin de partie. Et c'est un élément à prendre en compte quand même, surtout quand tu essayes de scorer un peu. On a rejoué avec Pauline Dupuis, on a fait un meilleur score, on a fait quand même 15 sur 20, alors que c'était vraiment notre première partie à tous les... Enfin, moi j'avais déjà joué, mais ensemble, c'était notre première partie. Et ouais, il y a vraiment eu l'effet entonnoir dont je parlais, et je voulais dire quoi et donc, si jamais vous voulez pousser un peu le truc, et c'est pas forcément que vous avez réussi 20 sur 20, parce que de toute façon, réussir 20 sur 20, c'est possible, mais c'est quand même assez improbable. Il y a des défis en plus, un autre petit livret qui complète le livret de règles, qui sont des petits défis qui ont des contraintes supplémentaires. Par exemple, tu mets tout le paquet au début de toute la pioche, c'est la défausse. Tu la mets dans la défausse. Donc là, va falloir faire une partie où tu vas beaucoup recouvrir pour éviter de récupérer les trucs de la rivière. Il y en a où t'as pas le droit de récupérer des trucs de la défausse. Il y en a, ça va être... il y en a une, ça m'a l'air super chaud. Il faut qu'à la fin de la partie, il n'y ait plus aucun élément sable, comme ça, qui ne sont pas des objectifs, les sables visibles.
Parce que s'il y en a un, t'as complètement perdu. Bref, il y a toute une progression comme ça. C'est une bonne idée. Moi, je les ai pas utilisés pour l'instant, mais pourquoi pas. Et il y a une espèce de progression comme ça de niveau de difficulté qui me paraît assez intéressante. Mais donc voilà. Après, moi, c'est pas... c'est un moment très studieux, hein, Niwashi, hein, puisqu'il n'y a pas de communication ni rien. C'est pas ce que je préfère, les trucs de réalisation de motifs comme ça, quand bien même il y a l'originalité de la communication limitée et tout. Mais ouais, c'est des sons... En fait, j'ai l'impression que la communication et les manières de communiquer, alors c'est peut-être parce que je manque d'imagination, mais t'en fais un peu vite le tour et que finalement, des fois, tu te dis, bah, j'ai autant de chance de ça que de ça, donc j'essaye. Et puis voilà. Par contre, j'aime bien l'arc, effectivement, en entonnoir, où plus ça va, un peu comme mot malin, et plus tu vas faire des déductions autres, et plus la partie va prendre en rythme. Il y a vraiment une espèce d'accélération du rythme que j'aime bien dedans. Voilà pour Niwashi. Donc Six of Eight que je continue à jouer, Buster Nothing aussi, ça je vous en ai déjà parlé. On a rejoué, donc j'étais chez Blandine et Nico samedi, je leur ai fait découvrir Gangs of Kyoto, c'était toujours très bien, je vous en ai déjà parlé, mais cette revisite de Danger 13, donc Rudiger Dorn, et je trouve ça brillant, c'est vraiment trop bien. On a joué à Le Trésor des Kobolds aussi, qu'on a fait découvrir à Nico et fils de Nico et Blandine, et c'était aussi très bien. Bon, on a joué à Ra, dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est toujours aussi bien. Il l'a en physique aussi, parce qu'il avait été un peu hypé de la manière dont je l'avais présenté, et ils ont pas mal joué depuis, et c'était super. Alors, j'ai pas fait un bon score, mais vraiment toujours aussi bien. Stone Spine Architect, je vous en ai déjà parlé aussi. On a pu jouer en physique. Les sensations sont à peu près les mêmes qu'en numérique, hein, ça change pas grand-chose. J'en retiens pas grand chose de plus que ce que je vous ai déjà dit. On y jouera tout à l'heure en solo, c'est-à-dire que c'est un jeu très bien calibré, très moche, et je trouve vraiment hideux. Et par contre, ouais, très bien calibré, un bon rythme, des petits espaces de choix ici et là, après des sensations de jeu déjà vécues 1000 fois. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a un côté salade de points, mais où tu rajoutes les ingrédients petit à petit, où tu les choisis petit à petit, puisque à la fin de chaque manche, comme ça, tu vas te choisir un objectif supplémentaire. Sachant que les autres peuvent te le piquer devant, il y a quand même un peu d'interaction de ce point de vue-là, je trouve. Parce que le côté draft, l'interaction permise par le draft, elle est très 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 limitée, très anecdotique, mais c'est plus dans la phase de fin de manche où comme ça tu te dis ah ouais machin, cet objectif-là, j'aimerais bien le prendre. Donc voilà, il y a aussi cet effet un peu de... Tu prends des objectifs au début pour t'orienter, à la fin pour te valider des trucs. Et c'est comme ça, ouais, le petit côté où les ingrédients de la salade de pointe, tu les rajoutes petit à petit et tu en choisis différents selon ton orientation. Et on a pu jouer enfin, donc première partie du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau à 4. C'est mieux que 1 ou 2, clairement. Hein. On a fait le chapitre 1, on l'a perdu une fois, puis on a gagné quand même. Le chapitre 1, s'il vous plaît. Et... ouais, c'est beaucoup mieux à 4, évidemment. Je vous ai déjà parlé du jeu, de ses problèmes d'édition, du fait qu'à 1, il y a pas mal de petits soucis que je trouve, et que même si le système m'intéresse, pourquoi pas. Je vous ai aussi parlé du jeu à 2, on a rejoué à 2 depuis. C'est pas mal, mais c'est pas foufou. À 4, c'est un peu mieux, effectivement. Il faudrait que je pousse un peu le jeu à 4, en fait, pour aller dans des chapitres un peu plus hauts, pour voir justement si la dynamique prend. Et que ça a de l'intérêt en termes de difficulté et d'interaction. C'est mieux, mais ça reste quand même... Bon, après, c'est le chapitre 1, donc ça restait pas foufou. Et enfin, j'ai rejoué à Ohanami, qui est toujours très, très chouette. J'en parlerai dans la vidéo des découvertes de septembre, justement. Toujours très sympa. Petit jeu de draft et de construction de colonnes. On a joué à Letter Jam dimanche soir avec les gens du passe-temps et c'est toujours très cool, on a fait un super score, excellent jeu. J'ai rejoué à Hot Dog. Hot Dog, ce jeu de pli à 2 uniquement de Sean Ross qui est disponible sur Trickster Stable. Ça faisait depuis septembre que je n'avais pas joué, en fait je voulais rejouer pour justement finir de préparer un peu ce que je dirais dessus dans la vidéo des découvertes de septembre. Ouais, j'ai joué sur l'app et j'avais fait une partie une fois à 2 également en physique en émulant avec n'importe quel deck. Et également, ouais, pour enregistrer aussi une petite capture d'écran pour justement illustrer un peu dans ma vidéo des découvertes. Je trouve tout. En fait, ce que je dis un peu, vous verrez, c'est je trouve ça. Oui, de la même manière que dans plein de jeux du genre, je trouve une différence et que je joue
beaucoup moins de manière automatique, donc la partie est plus longue et aussi j'ai beaucoup moins tendance à m'appuyer sur des habitudes qu'à l'IA et et après je suis pas très bon dans le jeu en termes de mise et d'estimer ma main. Et c'est quand même c'est différent toujours, hein, parce que la personne va faire des choix totalement différents de ce que fera une IA. Après le fond de jeu c'est le même, hein. Si t'aimes pas du tout sur app, je vois pas à quel moment tu pourrais adorer ça en personne. Ouais, moi je trouve ça à chaque fois, je me dis ouais, quand même, il y a quelque chose, c'est pas un jeu auquel j'ai trop envie de revenir, comparé par exemple à The Six of Fate, où vraiment là je joue de manière assez frénétique, ou un Boast or Nothing, ou un Potato Man sur app. Kansas City, ouais, pareil, j'ai pas encore essayé en personne, mais Kansas City, j'y joue, mais beaucoup moins de manière frénétique, je trouve ça très brillant, à plein de niveaux, mais c'est tellement technique, comparé par exemple à un Six of Fate ou quoi, que j'ai vraiment du mal à enchaîner les parties, parce que je suis nul. Mais ça, on s'en fout, mais c'est juste que ça demande vraiment beaucoup plus pour moi d'espace cognitif que ce que je joue en général sur appli. Hot Dog, lui, est un peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est un peu plus compliqué qu'un Boast or Nothing ou quoi, mais ça va. Et ouais, je trouve toujours ça intéressant, la manière dont le système de mise, d'enchères, et puis les différents choix de hiérarchie des valeurs, puis d'atouts, puis de valeurs spéciales, etc. Et le côté prise de risque, je trouve ça assez cool. Il y a un gars qui t'a aidé dans la strat. Ouais. Ben ouais, j'explore pas mal aussi Kansas City. Et c'est assez intéressant en tout cas, hein, Kansas City en termes. Enfin, c'est un jeu de pli assez expert et qui demande vraiment de la pratique, je trouve, en tout cas pour moi. Ensuite, on a joué à Panda Panda sur Tabletop. C'était l'occasion de faire découvrir Tabletop à Calucé, à Kurtz de Proxy Jeux. Donc on a fait une petite partie, dont une où j'avais plus de son, où il fallait qu'il me fasse comprendre le temps que je récupère d'autres écouteurs. Ah ouais, c'est à toi de jouer et tout, et j'ai quand même gagné alors que vraiment je faisais pas gaffe. Mais c'est toujours aussi sympa, Panda Panda, pas mémorable, mais j'ai toujours le même avis depuis maintenant quelques temps. Refuge également, c'est Pionfesseur qui avait jamais joué. Nous on avait déjà joué avec Kurtz et Caducé avait déjà joué. C'était plus pour lui faire découvrir. Moi j'ai toujours le même avis dessus, qui est vraiment, mais c'était cool de pouvoir en discuter en fait avec eux et elle, puisque ça permet toujours de discuter de jeux de société. Mais ouais, toujours le même avis sur le fait que c'est un jeu pas terrible, que si je veux du backbuilding, j'ai mieux, si je veux du stop ou encore, j'ai mieux. Il y a vraiment juste ce côté stop ou encore où tu peux faire exploser les autres et c'est les autres qui peuvent te faire exploser. Mais c'est très très plan-plan, très très monotone. À aucun moment j'ai le sentiment de la randonnée. Je veux dire, pour simuler la randonnée, faire un jeu ennuyeux marche pas, quoi. C'est des choses différentes, quoi. Et souvent, Parc, c'est un peu ça aussi, le fait de traduire un peu le côté d'errance et de marche par un jeu qui n'a pas de rythme et qui est monotone, parce que dans la randonnée, il n'y a rien de monotone, en fait. Il y a le côté effectivement répétitif, mais tu es tout le temps sollicité par de nouvelles choses, par ton corps, ou par le paysage, ou par l'environnement. Et cadeau, donc on a joué à 4. J'avais déjà joué plusieurs fois. J'avais jamais joué à 4, c'est mieux à 4 en termes de déduction et tout, mais ça reste très... Enfin, le système de don de cartes, c'est le même que dans Gangs of Kyoto, sauf que tu le fais face cachée. En tout cas, les autres ne voient pas ce que tu donnes à qui. Donc il y a beaucoup moins l'aspect négociation. Le rythme est moins bon parce qu'il y a le côté pari qui est aussi un des intérêts du jeu malgré tout. Même si c'est vraiment pas le truc le plus intéressant, et le scoring en tableau est vraiment inintéressant, donc je ne retiens quand même pas grand chose de Hot Dog, si ce n'est la distribution, mais si je veux jouer à ça, j'ai à Gangs of Kyoto, quoi. Donc Hot Dog, vous voyez, j'ai quand même pas mal rejoué, et Martian Dice, là aussi c'était pour illustrer la vidéo des découvertes de septembre, donc voilà, j'ai rejoué, c'était pas mieux que les autres fois, c'est vraiment très très anecdotique. Martian Dice, c'est pas très très intéressant. Vraiment comme dans ce jeu à lancer dés et relance, il n'y a vraiment pas grand chose dedans. C'est vraiment total random, quoi. Enfin, j'ai gagné et... Est-ce que j'ai essayé Blot? Non, pas encore. Alors j'ai eu des très très mauvais retours sur Blot de la part de Pionf, et je crois que Paul Gara qui n'a pas aimé non plus, qui vraiment ont trouvé ça boursouflé pour rien, et un peu poseur, quoi, genre on va faire un jeu de pli compliqué et tout. Et à 2, t'as bien aimé, ok. Bah, j'essaierai peut-être à 2. Mais j'avoue que les retours m'ont pas fait très envie. Mais je l'ai, et il faudra que je l'essaye à l'occasion. Mais voilà pour les parties de la semaine. Je crois que j'ai fait le tour. Voyons voir.
On va voir sur mon profil, mais je crois que j'ai fait le tour. J'ai joué à Naber ce matin, je joue à Naber tous les jours. Mais ouais, rien depuis. Voilà. Mais Naber est pas écrit sur BGG parce que il n'y a pas de page BGG et parce que c'est un jeu solo qui peut pas vraiment s'émuler en physique. Ouais, j'ai essayé Cheese Tricks déjà en numérique, uniquement sur BGA. Je trouve ça sympa, ça va. Pas mémorable, mais sympa. Je trouve que les histoires d'émissions et tout, de la prise de risque que ça pousse, je trouve ça bien. C'est pas mémorable, mais c'est un jeu qui est pas mal. J'ai dû en parler dans une des vidéos de découverte, dans les trucs pas mal. Je disais plutôt que là j'ai reçu Prey et Rainbow, que j'ai pas encore essayé, mais que j'essayerai à l'occasion. Ouais, il est bien, Cheese Tricks, ouais. Et notamment pour, enfin, je trouve que il y a le bon équilibre pour donner un peu de l'intérêt et donner des éléments de choix sans que ça soit non plus poussé à un point où ce soit trop. C'est assez lisible et tout, les éléments de choix qu'il faut faire. Donc voilà pour les parties de la semaine. Passons au hors-jeu. Hors-jeu qui va être assez rapide. Il y a 2 BD, c'est tout. Voilà, j'ai aussi lu d'autres trucs de hors-jeu. J'ai aussi lu d'autres BD, pardon, des comics sur de Huntress et de... Quoi? Je sais même plus déjà. C'était nul. Il y avait Huntress et dans la collection Birds of Prey, mais c'était vraiment pas bien. Et un autre qui était encore pire, mais dont vous voyez, je l'ai pourtant lu genre il y a 3 jours, mais je me rappelle même plus. Mais c'était nul, sachez-le. C'était quoi? Oh, j'aime pas ça quand j'oublie. Faudrait que je vois quand même. Je vais voir sur la médiathèque. Bref, je reviendrai après. Sinon, j'ai lu Donjon Parade, hein, vous savez, Donjon, cette série de Trondheim et Sfar également. Hein. Et là, donc, c'est illustré par Thébault. J'ai lu le tome 7 et 8, ils ont sorti les deux le même jour, hein, le 15 janvier, donc je les ai pris. Et ici, c'est illustré par Erwan Surcouf. J'ai largement préféré le deuxième. Celui-là, il y a un côté... Alors, Parade, c'est pas forcément... Je le dis à chaque fois que je parle de Donjon, j'aime beaucoup l'univers de Donjon, qui est pour moi une création incroyable de la part des auteurs. C'est vraiment un des univers que j'aime le plus. Après, c'est très inégal hein, dans les sorties. Hein. Ça va du médiocre au plutôt bon. Les très bons albums sont quand même assez rares, surtout aujourd'hui, je trouve. J'ai tendance, moi, à préférer Crépuscule et, je pense, Potron Minet. Zénith, ça va aussi, mais je trouve que après les Monsters, etc., c'est vraiment très dépendant de la qualité du moment, parce que c'est vraiment plus des petites histoires, etc., qui vont enrichir l'univers global, ce qui est toujours cool, mais qui, voilà. Et là, j'avoue que le trait de Thébault, c'est pas ce que je préfère non plus. Alors, j'ai jamais lu trop de Thébault, à part dans l'Atelier Mastodon. Il y a un côté plus rondouillard que ce qu'on a habituellement, mais pourquoi pas, mais surtout, ouais, j'ai trouvé le récit, le rythme, les enjeux du truc très anodin, ce qui est souvent le cas dans Parade ou dans Monsters, hein, c'est des enjeux assez mineurs, qui s'attardent plus sur les personnages que sur l'intrigue et les grandes révélations ou quoi. Mais là, bon, j'ai trouvé ça assez bof, quoi. Pas très mémorable. Celui-là, je l'ai trouvé un petit peu mieux, sûrement parce qu'il y avait un peu plus d'intrigue aussi, et sûrement parce que aussi le trait de Erwan Surcouf me correspond mieux. Alors, il est un peu plus proche de ce qu'on a l'habitude, je trouve, de trouver dans les donjons. Et ouais, il y a ce côté-là où il se passe des trucs et des machins, où en gros, c'est plus lié en fait au donjon, et je trouve que l'alchimie entre les personnages fonctionne peut-être mieux que dans l'autre, que dans le tome 7, où l'idée c'est que voilà, il y a des percepteurs des impôts qui veulent voir un peu les revenus du donjon, et il se passe plein de trucs, blabla, trahison, machin, des grands démons aussi. Et donc ouais, je trouvais que c'était plus rigolo aussi celui-là, mais voilà pour ce qui est de Donjon Parade. Et je crois qu'il y en a d'autres qui doivent sortir cette année. Je ne sais plus dans quelle catégorie de donjon. Mais on va regarder vite fait ce que j'ai emprunté. Parce que ça m'énerve. C'était... tac. Ah, c'était ça. Ouais, c'était nul. La dernière porte de... c'est pas WandaVision, c'est Scarlet Witch. Voilà. C'était pas bien du tout. Ça manque de cohérence, ça part dans tous les sens. L'écriture, alors, soit l'écriture, soit la traduction, je sais pas, il y a plein de trucs qui marchent pas du tout. C'est pas très bien écrit, c'est pas très agréable visuellement, c'est vraiment très standard. Vraiment pas intéressant du côté des comics.
Voilà pour le hors-jeu. Passons à une petite partie. Et donc, on va faire une partie solo de Stone Spine Architect. Donc, je vous parlais juste avant que j'ai joué à 4 cette semaine en physique. J'étais content d'y jouer en physique, hein, j'ai pas trouvé le jeu mémorable, mais c'était une chouette soirée. Je suis toujours content de jouer, hein, quand même, les jeux sont pas incroyables. Et donc là, on va jouer en solo, puisqu'il y a un mode solo que je trouve... Alors, ça rend pas le jeu incroyable, mais je le trouve plutôt sympa, en tout cas. Si BGA veut bien, en tout cas. Tiens, regardez, on va regarder ce qui est arrivé. Let's go to Japan, et voilà. On en reparlera la semaine prochaine. Donc, faisons en solo, donc jeu de draft, jeu de pose de cartes, hein, c'est pas des cartes. Alors là, on va avoir l'impression que c'est des tuiles, vous allez voir. Non, on voit que c'est des cartes. C'est vraiment... donc, là, je vais rajouter des salles, c'est en 4 manches. J'ai une entrée, une sortie. L'idée, c'est que c'est bien de faire un chemin qui relie l'entrée et la sortie, parce que ça fait des points en fin de partie. Partie de la salade de points. L'idée, c'est qu'on a ça au début qui est caché, où c'est bien de mettre un coffre ici, etc. Plus je fais des éléments indiqués sur cette carte, plus je gagne de points, un peu comme dans Cozy Casa. Donc là, ça va être mettre plutôt de la terre que... Voilà, moi, je vais plutôt m'orienter sur la terre. Donc l'idée, là, j'ai une entrée, une sortie, c'est bien de les relier. Et il y a un objectif commun qui est la personne qui aura le plus de cubes gélatineux. Donc du vert, ça rapportera 15 points, l'autre, ce sera 9, ou bien c'est 9 et 0. Je ne sais pas s'il y a 15 et 9 ou s'il y a des spécificités quand on joue en solo ou à 2. Et donc, on a un adversaire qui est Jaël, et qui, en fait, c'est vraiment un adversaire qui va marquer des points. Ça, je préfère en général plutôt que le beat your own score. Il va vraiment, on va lui laisser des cartes, etc., qui vont lui faire des points. Il va participer à ça. Il va aussi nous piquer certains des objectifs ou certains des éléments du marché. Donc, tu as vraiment l'impression de... Un adversaire, c'est une espèce d'automate, mais qui est pas chiant à dérouler, surtout sur Board Game Arena où c'est automatisé, et mais où vraiment tu fais des choix en fonction de ce que lui va pouvoir faire aussi. Donc je trouve ça plutôt cool. Et le côté draft, c'est que ce que tu vas lui laisser, il va en gros récupérer des cartes. Voilà, on voit en bas à droite, il y a des petites runes. Et donc, comment il va faire? Je sais plus, mais en gros, il va activer des trucs selon les différentes runes. Est-ce qu'il y a des règles? Il y a celle-ci, mais je crois que c'est vraiment... ouais, ça rame les règles. Mais ouais, donc je trouve qu'en tout cas, le mode solo est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Voilà, c'est ça, le mode solo, là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, en vrai, hein, il y a quand même pas mal d'orientations. Alors là, on va regarder les objectifs. Ça, c'est ce que j'ai fait un samedi dernier, c'est faire... Tu vas prendre un de tes chemins continus et tu vas faire 2 points par piège qui se trouve sur ce chemin. Ça, si tu as 2 cubes, 3 cubes ou gelés, c'est 4 points. Ça va bien avec l'objectif global. Et ça, c'est 3 points par niol dans une unique colonne. Donc ça, c'est pas mal aussi. C'est pas des objectifs très compliqués. Et donc ça, c'est le marché. Et l'histoire de l'or, là, de la thune. Vous voyez en bas des cartes, il y a des pièces. Et ben à la fin, quand j'aurai mis mes 4 cartes, on fera la somme de ces pièces plus les coffres. Ça me fera un salaire que je pourrais dépenser. Et on dépense ça dans l'ordre du plus riche au moins riche, en changeant à chaque fois que c'est nécessaire. Et du coup, voilà, on prend, soit on vide notre thune, on prend un objectif, soit on prend des trucs du marché qu'on va pouvoir poser en plus, et petit à petit on va recouvrir cette partie du bas par la partie du haut de la deuxième manche, etc. Donc là il y a un gnoll, c'est intéressant vis-à-vis de cet objectif. Je pense qu'on va quand même partir sur cet objectif là. On va commencer comme ça peut-être. S'il y a un passage secret aussi, c'est bien ça pour pouvoir... Il y a des parties où tu n'en as quasiment pas et c'est assez casse-pied. Va pour ça. Donc là, je fais ça et je vais garder une carte. Et ensuite, il va garder toutes les cartes avec une rune au sommet de la carte de Jaël. C'est quoi la carte Jaël? C'est ça. Donc lui, il va récupérer toutes les cartes rouges. Donc évidemment, j'ai intérêt à lui faire récupérer le moins de cartes possible et je pense que je vais prendre celle-ci. Donc là, j'ai réalisé cet objectif-là. Je vais prendre celle-ci parce qu'il y a un cube et qu'elle ira bien en face de mon entrée. Donc il y a aussi une petite étoile qui vaut 1 point. Donc je garde ça et je lui donne les autres. Suite à quoi, je récupère de nouvelles cartes. Donc je pense que je vais poser ça. Il faudrait que j'arrive à poser un coffre aussi ici.
Après, celle-ci rapporte plus. On va faire ça, admettons. Donc là, j'ai un chemin déjà. Voilà, on peut aussi, alors ça, on peut pas le faire en vrai, hein, sur la table. On peut montrer les chemins, ce qui est quand même un élément assez pratique. Et donc là, sa carte, c'est encore, c'est toujours la même, ok. Donc là, lui, il a déjà 14 points. Ok. Pourquoi? Je sais plus comment il marque les points, lui, par ailleurs. Il gagne 9 points par carte et 2 points par piège, c'est ça? Et on va voir. Non, d'accord. Ok. Ok. Et donc, si ton truc, machin, si tu passes, blablabla, ok, clean up et final scoring, donc lui a l'argent. Ouais. C'est ça, il gagne la réputation de base et en plus 2 par piège, d'accord. Ok. Donc la réputation de base, par contre, j'imagine que c'est ça. Ça doit être ça. Ouais, ça c'est la réputation de base qui gagne par tour. Ok. Ça me paraît bizarre quand même. Il a 14 de thunes. Non, je pense pas. Je pense qu'il gagnera 9 plus 2 par piège. Non, en même temps, 9, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, on va garder une salle. Laquelle? Qu'est-ce que je vais garder? Je pourrais essayer de garder ça éventuellement, même si c'est pas ouf ouf. Bah, ça, sinon, en vrai. Ouais. Et donc, moi, je passe à 18. Pourquoi? Ah oui, là, actuellement, j'ai 18 parce que j'aurais 15 plus... j'aurais ces 15 là, plus, j'imagine, 16, plus autre chose. Je voulais éventuellement... Ah bah voilà, je voulais le coffre. Donc là, ouais, le coffre et je garderai celle-ci. Le coffre pour réaliser ça. Quand bien même là, c'est pas connecté, c'est pas très grave. Donc je garde ça. Et donc là, j'ai 2 comme ça. Donc celui-là est très bien, mais il me fait un -1. Je vais plutôt prendre ça, surtout que j'ai de l'avance pour l'instant sur lui. Allons-y. Tac. Donc je lui en donne une. Ce qui fait que j'ai donc 11. Ok, lui il gagne ça. Voilà, c'est lui qui choisit en première. En fait, tant qu'il est devant, il a retiré aussi la carte avec le challenge le plus faible. Alors, et là, il faudrait que j'arrive à choper... Alors, je pourrais aussi prendre ça. J'ai pas beaucoup de pièges pour l'instant, donc il faudrait que je fasse ça, mais pour l'instant, j'en ai aucune ou j'en ai 3. Donc, il faudrait que j'arrive à en acheter plus tard. Et moi, là, pour l'instant, j'ai 11 thunes. Bon, j'ai aucun intérêt, hein, de toute façon, parce qu'on repart à 0 à la fin, donc je n'ai aucun intérêt à... Et je vais le placer où? Oui, je vais le mettre, par exemple, ici. Des fois que je trouve une carte qui valorise les gobelins. Tac. C'est moi qui ai le plus de pièces. Lui, il n'en a plus aucune, hein, si je dis pas de bêtises. Si je paye 4 là, bah oui, en fait, de toute façon, j'ai intérêt à le faire puisqu'il a plus... il va plus jouer. Si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il le dit? Parce qu'en gros, lui, ce qu'il fait, c'est... Il a 13 de thunes à chaque fois. C'est là, pardon. Donc, comparer l'argent, ok. Si t'en as plus, tu fais ça jusqu'à ce que... Sinon, lui, il prend tout ça. Ah oui, c'est la market card, c'est ça. Il prend ça et ça. C'est ce qui est indiqué ici, en fait. Donc là, il prend les 2 du haut. Et ce qui lui fait potentiellement des points. Et il défausse ça, d'accord. Je vais prendre ça et je vais le placer, par exemple, ici. On va le remplir. Voilà.
C'est moi qui ai le plus de pièces, on va prendre celle-ci comme condition en plus de fin de partie. Ok. Confirmé. On nettoie, on défausse tout ça, et on va rajouter des nouveaux challenges. Donc là, j'aimerais bien réussir à choper ça, ce serait bien. Donc là, un pour chaque... Ah oui, c'est pour les trucs dans les salles centrales. Ça pour chaque... Comme ça, donc j'en ai déjà un. Je pourrais en avoir un deuxième facilement. Et là, 2 pour chaque piège dans les salles de gauche et de droite. Mais je me suis vraiment pas orienté piège pour l'instant, ce que j'aurais peut-être dû faire parce que lui, il gagne des points pour les pièges. Ah oui, et là, c'est une nouvelle carte qui est sortie, c'est ça. Donc là, il va regagner 15 et 2 par gobelin. Ah oui, c'est ça le problème. C'est qu'il faut pas que je lui laisse trop de trucs parce qu'à chaque fois, à la fin, il gagne tout ça. Ok. Alors, donc là, il faudrait que j'arrive à faire des trucs intéressants. Donc ici, ce serait plutôt un truc comme ça. Le problème étant que... ouais, peut-être celui-là. Ou bien ça. Ouais, ou bien celui-là, là, qui est nul pour l'instant, mais qui me permettrait de continuer un chemin. Ouais. Va pour ça quand même, c'est pas ouf, mais bon. Donc là, lui, il va récupérer les rouges. Sachant que du coup, les rouges, il va récupérer ça et ça. Moi, j'aimerais quand même garder ça si possible. Galère. Ou bien garder celle-ci. On va garder celle-ci. Donc là, il gagne plusieurs points. Il passe à 46 points. Ce qu'il a récupéré donc des cubes gélatineux, il en a autant que moi maintenant. Il a récupéré 2 pièges. Pourquoi pas ça? Peut-être ça, vas-y. Comme ça, je réalise cet objectif-là. Et je vais garder ça parce que ça me paraît quand même bien pour ici. Et du coup, bon, il va récupérer 2 points, 2 points. Non, 0 parce que c'est pas des cartes qui récupèrent, celle-ci. Et je voulais éventuellement... Alors ça, c'est pas mal. Mais ça est peut-être mieux quand même, non? Après, le rouge, là, je vais sinon lui donner ça, ce qui lui fait des points. Mais là, ça me permet d'avoir avec certitude 4 points déjà pour ça. Même si pour l'instant, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10 thunes. Bon, ça va. On va garder celui-là. Sachant qu'il y a l'incertitude évidemment des cartes futures que va avoir Jaël et donc de ce qui va lui permettre de scorer. Donc forcément, ce que tu lui donnes là, ça pourrait être valorisé par la suite par d'autres cartes, quoi. Et donc là, c'est à moi. Et là, il n'y a pas de passage secret, par contre, ce qui est fort dommage. Donc ça me permettrait d'avoir ça. Je vais plutôt placer ça, mais en même temps... j'ai pas trop besoin de ça pour l'instant, parce que là, il y en aura déjà 3, donc je pourrais pas en avoir 3 de plus. 2 par piège, donc là, j'en aurai 2 points. Peut-être plutôt ça, non? Après, ça, c'est quand même... Ouais, allez, vas-y. Pour l'instant, j'ai 2 gobelins, 2 coffres. Enfin, plus que 2 coffres, hein. J'ai 2 gobelins, donc c'est limité par les gobelins. Ah oui, mais du coup, je lui laisse ça. Bah, vas-y, tant pis. Ah non, je lui ai pas donné, du coup? Ok, je pensais que ça lui donnait. Mais apparemment pas. Donc là, j'ai combien? Moi, j'ai 12. Donc je pourrais prendre ça pour... Si je prends ça, je pense que c'est moi qui joue après, avant, enfin qui joue avant lui. Ça me permettrait d'avoir ça. Après, en même temps, là, il va prendre quoi? Il va prendre ça et ça. Donc il prendra juste un piège. Donc autant que je prenne ça. Pour placer... bon, peu importe un petit peu. Là, par exemple. C'est encore à moi. Non, il gagne ça et il prend ça. Ok, bon, ça me va parce que de toute façon, j'hésitais entre les deux. Ça, je suis vraiment pas orienté là-dessus. J'ai encore 8 thunes. Donc je vais peut-être prendre... il a combien? 3 cubes, j'en ai ça. Ouais, je vais prendre ça. Je vais placer ça ici. Et placer ça... on s'en fiche un petit peu. Hein. À moins que j'arrive à avoir une colonne
qui demande beaucoup de gobelins. Enfin, un truc qui dit X points par gobelin dans la colonne. Ok. C'est moi qui ai le plus de pièces. On va prendre ça, du coup, qui pour l'instant me vaut 12 points quand même. C'est pas mal, 12 points pour une carte classique. Hop. Et on passe à la manche 3. Et donc, vous voyez, l'idée, c'est que petit à petit, comme ça, on se fait son petit donjon. Ok, c'est la narration du jeu, etc. Moi, je la ressens vraiment pas du tout. Donc, 16 points de base, plus 4 par paire de trucs comme ça. Donc, pour l'instant, il gagne 4 avec ça. Voyons voir. Chaque piège différent. Piège différent, j'en ai un piège. J'ai pas encore essayé, non, je l'ai là-bas. Là. Il est là. Snail on Tenai, apparemment c'est un jeu assez bizarre. Et j'ai pas du tout eu l'occasion d'essayer. J'ai même pas encore regardé trop les règles. Donc je sais pas en quoi il est bizarre, mais à l'occasion je l'essaierai. Ça c'est 2 pour chaque salle dans un unique secteur. Donc si j'arrive à faire un grand secteur simple, par exemple là 2, 4, 6, 8, 10, 12 points. C'est pas mal. 2 pour chaque jeton marché différent. J'en ai 1, 2, 3. 3 jetons marché. Ouais, ça on va oublier. Celle-ci m'intéresse pas mal. En plus, elle a 8, donc ce sera plutôt ça qui sera enlevé. Toi, tu as eu l'occasion d'essayer Après, il faudrait quand même que j'arrive, si possible, à relier ce truc-là. Là. À 3 et 4, ok. Et ça, il faudrait que je le chope, ce serait quand même cool, quoi. C'est intéressant, cool. Donc là, il veut ça ici. Donc peut-être avec des gnolls, mais c'est un peu nulos. Les gnolls me servent un peu à rien. Là, lui, il veut ça, par contre. Je pourrais mettre... Non, ça, c'est pas bon. Je pourrais mettre ça ici. Et donc là, il prend les verts. Ok, je vais mettre ça là. Il faut savoir que lorsqu'on doit dévoiler des cartes de notre main cachées vers notre main ouverte, il faut y placer les cartes les plus hautes. C'est pas très clair dans les règles et on a confirmé avec le designer. On doit dévoiler des cartes. Donc il y a une partie de main cachée, j'imagine que tu tiens là. Ah, et tu as une main ouverte, ok, comme dans Hot Dog par exemple. Et il faut y placer les cartes les plus hautes. D'accord, très bien. Donc dévoiler. Après, je sais pas si les cartes les plus hautes sont meilleures, mais donc potentiellement dévoiler tes meilleures cartes. On va garder. On va garder ça. Sachant que ces conditions-là, là, bon, alors pas pour ça, hein, pas pour les cartes terre, mais pour les cartes. Pour les symboles, on peut les valider avec ces trucs-là hein, qu'on récupère. Ah d'accord, sinon ouais, ça fait un peu de paralysie sur tu te dis alors attends, qu'est-ce que je vais placer plutôt ça ou ça là, au moins ça te donne un peu une orientation claire. C'est pas plus mal. Je pourrais aussi placer ça en vrai, mais pour lui éviter d'avoir un gobelin. Ouais, allez. Problème étant que ouais, non, je vais quand même plutôt prendre celui-là. OK. Ensuite, donc il y avait ça ou bien ah bah il y a ça aussi qui est bien pour le coup. Mais qui est une impasse. Après, il y a celui-là qui permettrait de valider ce truc-là. Là. Ouais, on va mettre ça là. Je suis en train de me faire des trucs complètement fermés. Là, il faut vraiment que j'arrive à mettre un passage secret, ce serait bien. Mais lui, il a 9 thunes. Moi, j'en ai 4 et 2, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'en ai déjà 10, donc je suis bien. Ok, et on va encore garder celui-là, cependant. Il faut vraiment que j'arrive à choper un passage secret. Donc on va prendre ça, et il va en avoir aucune. On va garder celui-là, par exemple, parce qu'il prend les verts. Et ça, c'est pas inintéressant. Hein. On va prendre ça.
Et je vais essayer de choper le passage secret. Il m'en faudrait 2 en vrai, des passages secrets. Hein. Il m'en faudrait 2. Il m'en faudrait 2. Donc j'ai 16 face à lui qui a 9. Donc j'ai 7 d'avance, c'est pas assez. Après il va prendre ça, je m'en fous un peu. Et il va prendre ça, je m'en fous un peu. Vas-y, je prends ça. Alors, donc ça, où est-ce que je le mets? C'est ça la question. Parce que là, j'ai tout un chemin comme ça. Unique secteur, ça dit pas qu'il faut que ce soit relié, quoi, par contre. Hein. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, j'ai beaucoup de points. Alors que si j'arrive à faire ça, là, tac, ça me fait un grand chemin. Donc c'est peut-être bien. On va le placer là, écoutez, hop. Voilà. Après, il faut que j'arrive à le relier à la sortie, mais ça devrait le faire. Et le piège, ça c'est pas 3 par piège différents, et pour l'instant j'ai un seul type de piège, et celui-là le rejoint, donc on s'en fiche un peu. Ok, on confirme. Donc là, normalement, il prend ça, plus ça, plus ça. Ah, ok. Moi, je pensais vraiment qu'il prenait ça et ça. Alors, j'ai combien? Je peux prendre le monstre, hein, ça change pas grand-chose, mais... de toute façon, ça me coûte rien de le prendre, parce que, comme je l'ai dit, on peut pas garder la thune d'un tour sur l'autre. Donc, ok. Confirmé. Et donc, on va prendre ça. Qui vaut, pour l'instant, je crois, quand même pas mal. Et au dernier tour, on prend pas d'objectif, par contre. Ok. Allez. Allons-y. Donc là, j'aimerais bien réussir à faire un truc comme ça me permettrait d'avoir pas mal de connexions quand même. Et il n'y a pas de passage secret de toute façon, ça pourrait être intéressant de récupérer ça. Alors, donc, bah voilà, ça me paraît très bien, surtout que ça vaut quand même 3. De toute façon, il n'y a pas de passage secret, donc il faut pas que je mette un truc comme ça, sinon je pourrais pas. On va prendre ça, et lui, c'est 13 points. Et 2 par kobold. Donc là, il marque quand même pas mal de points au niveau des kobolds, malheureusement. Pour l'instant, il est à 71 et moi à 73. Et il a 12 thunes. Si je peux éviter... ouais, il prend les bleus. Bah là, j'ai que des bleus quasiment. Donc bon. On va mettre ça quand même. Comme ça, je valide mon chemin. C'est bien. Et qu'est-ce qu'on va garder? De toute façon, il va récupérer ça. Je pourrais essayer de garder ça, qui vaut quand même beaucoup de points. Ouais, vas-y. Là, il passe quand même à 90, moi à 87, 81. Parce que du coup, il a plus d'argent, j'imagine, c'est ça? J'ai essayé quelque chose. J'ai le Bubblegum que je trouve vraiment canon. Bubblegum est vraiment très bien. Lone Wolf, c'était pas le TGM. Je pense que j'ai fait que Bubblegum. Je pense pas avoir essayé autre chose. Là, je regarde là-bas. Mais... non, je crois pas que j'ai eu l'occasion. Mais après, les occasions de jouer à 3, 4, 5 avec des gens qui aiment des jeux de pli, c'est pas si fréquent que ça chez moi. Moi, j'adore ça, mais... donc, ouais, le Bubblegum que je trouve vraiment excellent. Mais sinon, non, pas eu l'occasion plus que ça, malheureusement. Ouais, il se proxy très facilement, hein, donc ça, c'est cool. Peut-être celui-là. Ouais, moi, je trouve ça vraiment très bien. Très cool. Je trouve ça très bien. Peut-être ça, pour éviter qu'ils le prennent. Comme ça, là, je valide ça. J'ai ma petite étoile, et je garde ça, donc je lui donne le reste. Il récupère rien, c'est bien. Quand même à 104. Et là... de toute façon, il va récupérer des trucs. On va lui donner ça, admettons. Il récupère bien les bleus, hein, donc si... c'est bien celle-ci que je garde. Hein. Ah non, en fait, depuis tout à l'heure, je joue mal. C'est ça? Depuis tout à l'heure, je lui donne les mauvaises? Ah non, c'est bon. C'est bien celui-là que je garde. Ok. Et ben, là, on va prendre celui qui me vaut le plus de points. Alors, celui-là, il vaut 2 points. Et alors, j'ai combien en thunes? J'ai 4 coffres, plus
3 et 3, 6 et 2, 8, 8 et 4, 12. Et lui, il a 12 aussi. Donc peu importe, parce que ça me fera aussi un peu plus. Mais par contre, ça me fait 2 points, alors que celui-là, il me fait juste 3 thunes. Et si, un gobelin. Mais les gobelins, je suis déjà à 4-4, donc ce sera kiff-kiff. Je peux pas... Ouais, on va faire ça. Ça me fait des points. Hop, voilà. Par contre, ça, je lui donne. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Alors, donc j'ai 13. Ah oui, mais le truc, c'est si je dépense pas ma thune, je gagne 9 points, donc c'est peut-être mieux quand même. Hein. Je vais passer pour gagner les 9 points et lui 6, hein, je pense. Hein. Parce que, par contre, là, lui, il va récupérer ça, donc 1 point. 1 point, 3 points, il va récupérer. Ouais, ça revient au même, en fait. Je crois. Ah, il va gagner 4 points alors qu'il en... Non, il faut quand même mieux que je l'achète celui-là, je crois, parce que du coup, là, il va gagner 3 points. Ouais, non, je crois que de toute façon, ça change pas grand-chose. Par contre, qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends pas tout à fait cette histoire-là, par contre. Pourquoi est-ce qu'il a gagné tout alors que sur la carte, c'est écrit gagner ça et ça? Ah ouais, il prend peut-être les trucs restants, ça, je sais pas trop. Donc, là, j'ai 9, lui, il a 6. Là-dessus, sur l'objectif... Ah oui, là-dessus... Ah, il a eu 15, ouais. Il en a eu plus que moi, ouais. J'aurais dû jouer autrement parce que du coup, là, j'ai perdu 6 points. J'ai mal joué. J'ai pas fait gaffe à cette carte. Donc, c'est la carte objectif par rapport au cube gélatineux. Ensuite, pour la carte objectif numéro 1, lui, il a gagné 23 avec la carte de base plus les bidules, et moi 8, ce qui est pas ouf, hein, 8. C'était quoi ma carte numéro 1? C'était, on va retourner dessus. Ma carte numéro 1, c'était ça. Ouais, j'ai pas réussi à le faire plus de 2 fois, c'est pas terrible. Ensuite 12, donc c'était ça, j'ai réussi à le faire 4 fois. Un ensemble de disques billard pour le croquinole. Je sais pas ce que c'est que les disques billard, mais en tout cas le croquinole, oui. Le croquinole, c'est banger. Mais... Donc là, 24 parce que j'ai réussi à faire 12 x 2. Et ensuite, ça, lui, il gagne 21. Oui, il gagne son truc de base. Moi, je gagne quand même 26 là, donc c'est bien. Et bon, là-dessus, il a gagné plus que moi. Et là, j'en ai quand même 20. Donc on a quand même ça, donc lui, il a pas hein, ce truc-là. Là, j'ai réussi à remplir entièrement les conditions. Mais la différence se fait vraiment sur l'objectif que j'ai pas assez surveillé. Et puis, dans l'ensemble, sur les cartes objectifs, il a marqué vraiment plus que moi. Là, il me met 15 points dans la face. Là, il en met que 4. Donc ça va. Là, je lui en mets 5. Voilà pour ce qui est de Stone Spine Architect. En tout cas, ça vous permet de voir un peu les dynamiques de jeu. Moi, je trouve que quand même, le mode solo est assez intéressant de ce point de vue-là, où vraiment... tu réfléchis quand même à ce que tu lui lâches. Alors là, il y a l'histoire de l'objectif. Alors en plus, là, sur BGA, c'est très pratique parce qu'on peut suivre vraiment grâce à ça. Ça donne une lisibilité assez forte, d'autant que le score, en plus, est compté en temps réel. Mais ouais, même sans ça, je pense que ça fonctionne et que la lisibilité est pas trop mauvaise. Et avec ce hasard-là, tu sais pas ce qui va tomber. Donc bon, des fois, tu lui laisses des trucs qui vont être vachement valo. Mais non, parce qu'en fait, il le met qu'à la fin de la manche, en fait, je crois. Donc c'est pas... Non, parce que là il a mis 9, et il a 3 et 3, 6. 6 x 2, 12. Il a combien? Il a 21 au premier objectif? 23 même. Pourquoi 23? Ouais, non, c'est en fin de truc que c'est compté. Donc 9. 12 et 9, ça fait 21 pour moi. Est-ce qu'il a marqué d'autres? Aucune idée. Mais en tout cas, voilà, ça donne un peu une idée comme ça du jeu, et que je trouve pas désagréable, que je trouve très standard hein, en termes de sensation de jeu. Comme dit, ce que j'aime bien moi dedans principalement, c'est la manière dont comme ça, petit à petit, tu vas te rajouter des ingrédients dans ta salade de points, et où c'est toi qui les choisis, et puis comment est-ce que parfois, celui-là, il est plus là pour valider le fait que j'ai fait ça, bon, qui a été facilité par ça, là où celui-là, il va plus m'orienter, alors j'ai pas réussi à le faire, mais vers, il va falloir essayer de récupérer des bidules comme ça. Donc voilà, alors les disques sont numéros et colorés comme au billard, ok. Et les règles du billard est adaptées au plateau, ok. Très bien, ça doit être cool. Ça doit être cool. Voilà pour ce qui est de Stone Spine Architect.
je vous propose qu'on passe à la conclusion. Et c'est fini pour cet hebdo jeu de société qui dure 2 heures. Incroyable, à peine plus que 2 heures. J'espère que ça vous a plu. Petit point sur l'actu, il n'y avait pas grand-chose, mais voilà, des petits retours ici et là, le Hall of Fame. En tout cas, prenez soin de vous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas dans la partie commentaires sur YouTube. Merci au chat qui était là pour les discussions. Bisous aux personnes qui écoutent en podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel hebdo, peut-être la semaine prochaine, qui sait. Et prenez bien soin de vous. Ciao. Tu comprends? Les vrais clients ont changé. Et qu'on s'en aperçoit à peine, sauf les gens, sauf bien sûr, vous êtes au courant, mais les clients ont changé, je veux dire. Les clients de la télévision, c'est qui? C'est plus les auditeurs. Les clients de la télévision, c'est les annonceurs. C'est eux les vrais clients. Les annonceurs, c'est les vrais clients, il n'y a plus de... Et alors, je disais dans l'édition, il y a un risque, c'est que les vrais clients des éditeurs, ce ne soient pas les lecteurs potentiels, ce soient les distributeurs. Quand les distributeurs seront vraiment les clients des éditeurs, qu'est-ce qui se passera? Ce qui intéresse les distributeurs, c'est la rotation rapide. La rotation rapide, ça veut dire les trucs des grands marchés, à rotation rapide, régime du best-seller, etc. C'est-à-dire que toute littérature, si j'ose dire à la Beckett, toute littérature créatrice sera écrasée par nature.